Et si au lieu de notre cher Truck Cone venant chercher notre héros pour l'emmener dans un autre monde, le protagoniste lui-même avait étudié la magie noire toute son existence juste pour ça? Depuis qu'il était enfant, son rêve était d'être un héros dans un autre monde et il a passé toute sa vie à étudier pour ça. Maintenant, Taru Sato a tracé un cercle magique dans sa chambre et a ajouté une goutte de ketchup et a même utilisé sa peluche comme sacrifice dans ce rituel. Il va se faire téléporter dans le monde d'Hello Kitty à ce rythme. Ah! Au début, il a cru que ça ne fonctionnait pas, mais des mains ont commencé à émerger du cercle magique et l'ont saisi. Quand il a commencé à rouvrir les yeux, un homme barbu lui demandait quelle sorte de bêtises il avait bien pu faire. Le garçon laid et idiot ne comprenait absolument rien. C'est à ce moment-là que le vieil homme, qui était en réalité Dieu, le lui a montré. Le jeune homme de 21 ans, nommé Taru Sato, était décédé. Il fut retrouvé dans sa chambre, souffrant d'un grave et profond manque de vie. C'est ce qui arrive quand on tente de rivaliser avec Truck-kun. Le gars n'arrive pas à croire qu'il est vraiment mort, mais au moins sa magie a fonctionné. Dieu révèle que la Terre n'a jamais enseigné la magie aux humains, et c'est incroyable qu'il l'ait découverte seul. Mais il s'avère que le cercle qu'il a tracé n'était pas destiné au voyage, c'était pour la réincarnation. De plus, il a tout gâché en ne précisant pas la destination ou le but, ce qui lui a fait réaliser qu'il avait fait une grosse bêtise. Il doit maintenant complètement changer sa stratégie, alors il demande à Dieu une nouvelle chance de réincarnation. Il a toujours été très enthousiasmé par l'idée d'autres mondes. Je ne peux pas laisser passer ça, mais Dieu est là, genre... Non, la réincarnation est hors de question depuis des lustres grâce à la nouvelle loi sur le recyclage des âmes qui vient d'être réintroduite. En gros, utiliser la magie de la réincarnation est un bouton d'autodestruction, et le destin de ces gens est toujours un vrai gâchis, comme naître et mourir aussitôt ou finir esclave. Tu pourrais même revenir en bête, ou, Burke, en insecte. Pour lui, tout est bien, sauf un insecte, et il est toujours curieux des pouvoirs spéciaux. Dieu dit qu'ils existent dans son monde, mais qu'ils ne sont pas terribles, ce qui le fait en réclamer un quand même. Le vieil homme explique qu'ils sont pratiques mais difficiles à activer, ce qui lui fait penser que c'est quand même une victoire. Alors, il continue de supplier et le vieil homme dit « peut-être, puisqu'il est le premier à se réincarner après l'interdiction, lui demandant s'il est vraiment prêt pour ça. Il est à fond, plus de retour en arrière possible. » En entendant cela, le vieil homme dit « Avant que tu ne te méprennes, mettons les choses au clair. » Tous les souvenirs de sa vie passée seront effacés. En entendant cela, ses espoirs s'effondrent et le vieil homme dit « Je te l'avais dit, pas de favoritisme. » Taru demande si même cette conversation sera effacée. Le vieil homme répond « Oui, tout disparaît avant la réincarnation. On ne triche pas avec le système. » Ses esprits sont alors complètement abattus. Il dit qu'il obtiendra peut-être au moins une compétence de base. De nulle part, une fenêtre système apparaît devant lui. Des lumières étranges commencent à foncer vers lui. Scène suivante, nous sommes à un autre endroit, et cette lumière est dans le ciel. Elle se dirige vers une cité médiévale, traversant toutes sortes d'endroits. Pendant ce temps, dans une ruelle, des gens sont en train de frapper quelqu'un. Le blondinet dit « Ce type n'a rien qui vaille la peine d'être pris. » Cette lumière fonce droit sur ce garçon. Il se réveille, ouvre les yeux, et ses brutes commencent à fuir. Mais le garçon est sur le point de s'évanouir à nouveau, juste au moment où il va les refermer. C'est alors que les capacités du système volé se déclenchent, et bam, ses souvenirs passés reviennent. Le garçon à terre se dit « Je me souviens de tout maintenant. » Sans cette capacité du système, il aurait été perdu. Pourtant, il est toujours dans une situation très difficile. En gros, il n'a rien foutu dans ce monde encore. Il a retrouvé tous ses souvenirs. Pas question qu'il meure ici. Il s'appelle Taru, et dans sa vie passée, il avait le même nom et la même apparence. Lors d'une cérémonie de baptême à 6 ans, il a été révélé qu'il avait cette capacité super déroutante. Alors son père, qui est un vrai désastre, l'a juste abandonné dans cette forêt pleine de monstres. C'est pourquoi il s'est enfui vers cette grande ville appelée Saichi, à quelques jours de marche de son village. La ville bourdonnait de vie, telle une vidéo TikTok devenue virale. Mais elle avait aussi son côté sombre, avec tous les marginaux. La vie était une lutte acharnée, il peinait à trouver un repas tous les 2 jours. Taru se gratte la tête, fauché et affaibli, et les adultes l'ignorent tout simplement. Alors, il n'y a vraiment qu'une seule option dans ce monde. Et d'un coup, boum, nous voilà dans un nouvel endroit. Taru déambule tranquillement dans les rues de la ville. Il aperçoit un chevalier, mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus cool un peu plus loin. C'est la guilde des aventuriers dont il a toujours rêvé. Surexcité, il se précipite pour voir ça, mais il est aussitôt encerclé par des gens. Ils lui disent tous « C'est la guilde des aventuriers, alors dégage ». Taru répond « Je ne suis pas là pour ce genre de drame ». Puis quelqu'un lui attrape la chemise, ne le laissant pas faire. Mais une fille apparaît et dit « Calmez-vous, Samota ». Pas besoin de violence. Ce type un peu fou traîne Taru à une table. La fille le rejoint, expliquant que le gars essaie simplement de se débarrasser des autres. Se sentant reconnaissant, Taru pense avoir enfin trouvé une personne décente et s'exclame « Je veux m'inscrire aussi !» La jeune fille lui dit « Je suis désolé de te l'apprendre, mais il y a des frais. » En entendant cela, les espoirs de Taru s'effondrent. Il n'a aucun moyen de s'inscrire, mais il est curieux de connaître le coût. La fille dit que ça coûte 10 pièces d'argent, mais les poches de Taru sont complètement vides. Il aimerait vraiment s'inscrire, même s'il devait supplier, mais il se trouve dans une situation très délicate. De plus, il n'a pas de papier d'identité depuis qu'il s'est enfui. Mais le type lui dit « Pas de souci, je m'en occupe ». Taru reste bouche bée devant la gentillesse de cet homme.
Pendant ce temps, des aventuriers se moquent, pariant que Taru se défilera dès qu'il sera inscrit. Mais Moab dit « c'est le plan ». Il parie que Taru travaillera très dur pour rembourser les 10 pièces d'argent. Les aventuriers trouvent que c'est un pari insensé. Qui donc miserait sur un gamin? Mais Moab, lui, mise tout, pariant sur Taru. Une fois les paris lancés, Taru pense que Moab est un type vraiment bien, malgré son nom. Il s'incline, remerciant Moab pour tout ce qu'il a fait. Mais Moab lui dit « ne te fais pas de fausses idées ». Tandis que Moab s'en va, la jeune fille explique qu'il était orphelin lui aussi, qu'il est devenu aventurier après une vie difficile et qu'il se voit probablement en Taru. Il passe donc à l'enregistrement et elle se présente comme Ney, lui demandant de toucher un cristal magique. Soudainement, toute la guilde s'illumine de 1000 feux. Sa capacité se manifeste sur le papier, mais ce n'est qu'un amas de charabia incompréhensible. Sa compétence est nommée texte déformé, et Taru, perplexe, s'interroge. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ney explique alors, comme un lancier ou une couturière. S'il s'entraîne suffisamment, il débloquera des compétences vraiment géniales. La voix du monde le guidera. Taru est complètement sidéré d'entendre parler de cette mystérieuse voix du monde. Ney dit que c'est comme si les cieux guidaient chacun vers ses talents. Taru se demande si c'est la même voix qu'il a entendue quand il a failli mourir et s'est souvenu de sa vie passée. Ney dit, avec un texte déformé, il n'a pas de chemin clair, mais essayer différentes choses pourrait l'aider. Se levant, Taru est gonflé à bloc pour tout donner. L'agent lui dit de patienter. En voyant la machine, Taru se dit que c'est une vieille caméra. La fille la manipule. Taru reste perplexe devant cet engin. Elle tripote sans arrêt, puis elle lui tend un pendentif, disant que c'est son insigne de guilde. Il débute au plus bas, il doit le porter autour du cou. En entendant cela, Taru fait ce qu'elle dit, prêt à partir. Elle fait « Laissez-moi vous expliquer la guilde des aventuriers. Ils ont donc un système de classement qui commence par le rang de novice. Le rang le plus bas est G, ensuite c'est G, F, et ainsi de suite. Notre héros se dit « Oula, ça va être dur de monter en niveau. » La fille de la guilde répond « Atteins un rang élevé, et hop, tu es l'élite. » Le rang le plus élevé, c'est S+, mais soyez avertis, la moindre infraction sera enregistrée sur votre badge et vous serez immédiatement exclu de la guilde, sans aucune discussion possible. En outre, vous serez remis aux gardes, peu importe la nature ou la gravité de l'acte. Il y a beaucoup d'aventuriers dehors, mais la plupart respectent les règles, donc pas de soucis. Et Taru se dit que ces types ont l'air coriaces, mais qu'en réalité, ils sont plutôt cool. Après toute cette discussion soporifique, Taru brûle d'envie de se lancer dans une mission. Nae lui répond « Calme-toi un peu mon gars ». Elle dit « C'est l'heure de manger, et pour célébrer ton arrivée parmi nous, c'est moi qui régale ». Scène suivante, le temps passe très vite. Elle sert une assiette à notre héros. Depuis sa réincarnation, il mourait de faim, alors il est prêt à tout dévorer. Sans perdre une seconde, il se jette sur le plat, puis les larmes lui montent aux yeux, pensant « Mince, c'est délicieux ». Elle le regarde manger. Pendant ce temps, elle lui demande « Avez-vous été élevé dans une famille chic ? Oh, tu as des manières. Si c'est délicat, il n'est pas obligé de parler. » Taru. Non, juste une pauvre famille de fermiers, et ma mère est morte quand j'étais bébé. À 6 ans, il a fui la maison de son père, car celui-ci voulait l'abandonner dans les bois. Nae. C'était pour réduire le nombre de bouches à nourrir ? Et lui ? Probablement. Ouais. Son père le maltraitait, donc il n'y avait pas d'amour perdu de ce côté. Pour faire court, son arrivée en ville fut une épreuve brutale. Il a affronté une multitude de monstres en chemin, et il semblait n'y avoir aucune échappatoire à ce chaos. Mais par un coup de chance, il a réussi à atteindre la ville. Enfin, il est tombé sur Saishi. Pourtant, personne n'était gentil avec un faible comme lui. Il se battait toujours pour les restes, vivant dans la misère de cet endroit maudit, survivant à peine à la dureté du quotidien. Mais grâce à ce repas, la vie s'améliore, et il peut tenir quelques jours de plus. Scène suivante, le temps passe à nouveau. Quelqu'un appelle le préposé de la guilde. C'est Taru qui dit qu'il en a fini avec la corvée de nettoyage. L'employé lui dit « Il y a un puits derrière. Va te rafraîchir et voici des vêtements. » Le garçon est tout oui. Il découvre le puits pour pouvoir se rafraîchir. Sans perdre un instant, il puise de l'eau pour prendre un bain. Soudain, une voix s'écrie « Hé mec, tu sens vraiment mauvais !» Il se retourne pour voir qui lui a parlé. Un homme barbu est là, affirmant qu'il dégage une odeur nauséabonde. Notre héros est furieux, disant que ce type pue aussi, et le barbu lui lance « Répète ça si tu l'oses ». Il a l'air et sent comme s'il n'avait pas pris de bain depuis une éternité. Ses vêtements sont tout crasseux, alors il se dit « Pas le choix ». « Chauffons cette eau », dit-il au garçon, l'incitant à se baigner. En entendant cela, notre héros se calme, pensant que cet imbécile est en fait un type bien. Scène suivante, l'homme chauffe de l'eau pour Taru, qui se demande comment ce vieil homme va faire. Puis, bam, il a de la magie de feu dans sa main, et il chauffe l'eau. Taru se dit « Ouah, c'est de la magie, c'est sûr ». Et l'eau se réchauffe. Le barbu lui lance « Allez, monte vite !» Taru se dit que c'est son premier bain depuis une éternité, et en comptant sa vie antérieure, cela fait bien 8 ans. Puis, sans crier gare, le barbu l'attrape et le plonge dans l'eau, l'aidant à se récurer. Évidemment, il ne fait pas tout seul. Peu après, notre héros est tout propre et dit se sentir bien mieux. À ce moment-là, une voix système apparaît, annonçant que sa capacité spéciale s'est activée, et puisqu'il a terminé la mission de nettoyage corporel, il possède désormais un sort de purification. L'autre gars fait « Quoi de neuf ?» Et notre héros répond « Je viens d'entendre la voix du monde, et j'ai acquis la capacité de purification. » Le type dit « Yo, le secret pour apprendre ce sort était probablement le bain. »
Et Taru demande « Attends, est-ce que cela change pour tout le monde ?» Le gars barbu hoche la tête, disant « Oui, même compétence, mais des chemins différents. Casters. » Et parfois, c'est juste du talent pur. Une façon de maîtriser les sorts de feu, c'est de continuer à allumer des feux, et le secret pour tout apprendre est d'essayer différentes choses. Mais notre héros a décroché le sort de purification, totalement choqué d'obtenir une compétence aussi rare. En entendant cela, l'esprit du garçon est soufflé, se demandant si c'est vraiment un sort si épique. Puis le type lui tend quelques vêtements. Taru lui dit « Merci, mais je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais prendre un bain moi-même, donc je m'en vais. » Changement de scène, et Taru choisit sa prochaine mission. Mais l'employé de la guilde lui dit « Hé, le chef veut vous parler. » Totalement confus, Taru se demande « Pourquoi quelqu'un d'aussi important voudrait-il me parler ?» Scène suivante, il est devant la porte du chef, demandant s'il peut entrer. Il entre, et surprise, c'est ce vieil homme barbu de tout à l'heure. La jeune fille chuchote par politesse, car c'est le patron. Alors le héros s'incline, lui disant « Merci pour tout à l'heure ». Mais l'homme, d'un geste de la main, lui dit de s'asseoir. Changeant de sujet, il mentionne que Nae a dit que Taru est fauché et sans abri. Alors il a une offre. La guilde a une chambre libre avec un lit, et Taru peut y loger pour l'instant. En échange, il doit aider au nettoyage et assister Nae et l'équipe de la guilde. Et oui, il sera payé aussi. En entendant cela, notre héros est choqué, demandant si le chef de la guilde est vraiment d'accord avec ça. L'homme dit que Nae faisait pression pour cela, et que c'est bien le moins qu'il puisse faire, car même si Mob l'a obtenu en prêt, il demeure un aventurier dans l'âme. S'il part sans avoir réglé sa dette, cela nuira à la réputation de la guilde. Il se doit donc d'agir comme un véritable aventurier. En examinant le garçon, on dirait qu'il s'est aussi cogné la tête. Il propose de le soigner dans la salle médicale avec leur magie. Taru s'en va et l'homme commente que, tout comme Nae et Mob l'ont dit, il y a quelque chose de spécial dans les yeux de ce garçon. Même si la capacité de texte confuse à ses inconvénients, elle l'aidera au moins à s'en sortir. Scène suivante. Taru est dans sa chambre, disant qu'il a enfin son lit à lui. Il s'y affale, bien décidé à le défoncer le lendemain. La nuit file et le garçon grognon dit « Oh là là, j'ai vraiment trop dormi ». Plus tard, il s'excuse auprès de Nae d'avoir manqué l'heure. Elle lui dit de se calmer, car sachant comment il était hier soir, elle l'a laissé dormir un peu plus. Changeant de registre, notre garçon part au travail, commençant à nettoyer toute la guilde. Voyant l'équipage occupé, il demande s'ils ont besoin d'aide. Et un autre gars lui dit « Il y a beaucoup à faire, mais sais-tu seulement lire ?» Taru répond « Je sais lire, écrire et faire des calculs, alors si c'est juste un document simple, je m'en occupe. » En entendant cela, toute la guilde est sous le choc. Juste après, quelqu'un tape sur l'épaule de Taru. C'est Nae, super surpris, qui lui demande s'il peut vraiment faire tout ça, le suppliant de l'aider. Pendant ce temps, les aventuriers n'arrivent pas à croire que ce gamin sache lire, car certains d'entre eux ne savent même pas compter jusqu'à 10. Changement de scène, et Taru dit qu'il n'a fait aucune mission ce jour-là, donc pas d'argent qui rentre. Sa vie est un chaos depuis qu'il s'est installé à la guilde. Il a travaillé sans relâche, jour et nuit, ne lui laissant aucun temps pour se détendre. Il prend des missions d'escorte pour débutants le jour et s'est habitué à la dure besogne. Il en a fait des tonnes. En un peu plus de 2 semaines, il a remboursé sa dette à Moeb. Enfin, il remet l'argent, le remerciant pour tout. Mais Moeb lui dit « Pas besoin de ces discours. » Et ceux qui ont parié que Taru ne paierait pas sa dette feraient mieux de payer vite. Bon, accrochez-vous, car cette histoire va prendre une autre dimension. Alors, les aventuriers, eh bien, ils n'étaient absolument pas d'accord avec ce plan-là. Peu de temps après, Moeb se retrouvait à rouler sur l'or grâce à ce jeune garçon, et il s'est exclamé « Dis donc, ce gamin est vraiment le meilleur joueur. » Puis, Nae apparaît en disant « Eh, c'est jour de paix » et se demande pourquoi il n'utilise pas tout cet argent pour ses propres affaires. Taru frime, disant qu'il est maintenant de rangée, alors il doit se faire un petit plaisir. Une fois qu'il atteindra le rang F, il pourra partir pour des chasses aux herbes épiques dans la forêt ou s'occuper de poils de licorne, sans problème. Alors il se dit qu'il devrait s'acheter un couteau tant qu'il a de l'argent. Il est donc parti faire du shopping très sérieusement. Changement de scène, et nous nous retrouvons en plein cœur de la ville. Taru se dit que le shopping chez lui était plutôt bof, mais ici, c'est carrément génial, d'un tout autre niveau. Il repère un endroit et se dit « Je parie que c'est la boutique dont Nae m'avait parlé. Elle lui avait bien dit de prendre des vêtements plus grands car, tu sais, les enfants poussent vraiment comme des champignons. » Il lui faut une cuirasse et une cape pour le garder au sec, et il est prêt à partir. Alors il prend son équipement et se dirige ensuite vers l'armurerie. Nae a les bonnes adresses car elle connaît cette boutique incroyable. Elle est tenue par des nains, ce qui est fou car il n'en a jamais vu auparavant. Les humains sont la norme dans cette ville, donc c'est un événement majeur. Il a rencontré des hommes bêtes à la guilde des aventuriers, mais des nains. Première fois. Il flâne dans la boutique, examine les armes, complètement ébahi. Mais où est le vendeur ? De l'autre bout de la pièce, quelqu'un lui demande s'il est client, lui disant de se détendre et de regarder. Notre gars fait exactement ça, mais ça prend une éternité, et il se dit « Ce type est-il occupé ou quoi ?» Finalement, il aperçoit le nain, et le nain lui dit « Oh, vous êtes un client, hein ?» En s'approchant, il demande si Taru est un enfant. Changeant de sujet, Taru demande si le nain va tremper cette épée. Le nain est confus, il demande
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Taru admet qu'il n'est pas un expert, mais il a entendu dire que si l'on frappe du fer chaud et qu'on l'asperge d'eau, ça le rend plus résistant. Le nain fait « C'est la première fois que j'entends ça, mais ça semble plutôt intelligent. » Mais il craint que ça n'abîme le fer. Le nain continue de regarder la forge, dit qu'il y a des objets sur l'étagère qui pourraient fonctionner, lui disant d'en choisir un. Il le donne gratuitement, en remerciement pour le bon conseil. Taru est sous le choc, pensant que le nain est vraiment impatient de l'essayer. Il accepte donc cette offre si généreuse. Enfin, il possède une arme. Il essaie quelques mouvements, demande au nain son avis, mais celui-ci ne lui prête même pas la moindre attention. Taru se dit « Va-t-il simplement m'ignorer ?» En partant, il remercie le nain pour la dague et s'en va. Scène suivante, nous sommes à la salle de guilde. Ney dit « À ton âge, c'est cool de choisir quelque chose d'aussi voyant. » Taru répond « C'est bien plus confortable que mes vieilles fringues. » Ney examine les vêtements, disant que le tissu est correct, et comme c'est pas cher, ça lui va. Taru est étonné et lui demande comment elle sait tout ça. Ney explique « L'évaluation, c'est ma spécialité. Je peux l'utiliser sur des choses. » Le protagoniste se demande alors si elle est capable d'évaluer des personnes. Elle répond que seule une partie de sa compétence est débloquée pour l'instant, donc non. Mais c'est pratique pour les objets, pour vérifier le butin des missions. Ça lui évite d'être arnaqué par les marchands. Au début, seul le nom de l'objet s'affichait, mais c'est super polyvalent. Taru lui demande ce qu'il faut pour évaluer les gens. Elle dit qu'il faut remplir certaines conditions et que le rang de compétence compte. S'il a un rang S, il peut tout évaluer s'il remplit les conditions. Mais avec un rang G, il ne peut évaluer personne, quoi qu'il arrive. Il a entendu dire qu'il peut même déceler des talents personnels avec un rang S. Et Taru s'est dit, ça pourrait vraiment m'aider à comprendre comment ma compétence fonctionne. Il vient d'acquérir cette compétence de purification et il se demande s'il peut obtenir la compétence de texte confus de la même manière. Ney, elle, s'est exclamée, « Attends, tu as vraiment eu cette compétence? C'est de la magie de niveau guérisseur, mec. » Pensant que la compétence de texte confus était peut-être aussi une sorte de soin. Il demande si Taru a appris le sort de nettoyage, mais Taru répond, non, c'est grave. La purification est une compétence de haut niveau pour les guérisseurs, mais il faut d'abord maîtriser la compétence de nettoyage de base. Une autre compétence sur la liste est la purge, mais d'une manière ou d'une autre, il est passé directement à la purification, donc il n'est pas exactement un guérisseur. Taru reste là, debout, totalement perdu dans toutes ces discussions de compétences. La fille continue de réfléchir, disant qu'elle n'a jamais entendu parler de quelque chose de pareil. Un peu plus tard, Taru est en mode entraînement. Ney l'appelle au téléphone. Taru demande « Quoi de neuf ?» Elle lui dit qu'il a été génial ce jour-là et que son paiement est arrivé. Il est surexcité parce qu'il a une virée shopping en tête, mais il ne peut pas tout acheter, donc il doit établir des priorités. Moeb arrive, demandant ce qu'il y a, car Taru a l'air surexcité. Mais Taru file et Moeb se dit « Il y a un truc qui cloche ». Puis, paf, Taru percute quelqu'un. C'est le chef de la guilde qui vérifie s'il va bien. Taru est tout sourire, disant qu'il a été payé aujourd'hui. Le chef de la guilde, voyant son enthousiasme, lui demande s'il veut un jour de congé. Taru le remercie et s'en va. Les deux le regardent partir. Pour la prochaine scène, un nouvel endroit. Taru est allé faire des courses. Il aperçoit un lieu qui lui est familier. C'est la forge qu'il avait déjà visitée auparavant. Il frappe pour voir si quelqu'un est présent. Aucune réponse et aucun client aux alentours. Il ouvre la porte en lançant un appel. Le nain, toujours en train de forger, demande qui est là. Voyant que c'est un enfant humain, il demande si c'est le même garçon. Taru, lui, dit « Exactement, je voulais juste te remercier pour le service gratuit. » Mais le nain, lui, répond « Un instant, ton idée a bien fonctionné, mais elle a rendu le fer beaucoup trop fragile. Slide, sorry. » Et maintenant? Taru lui dit de se détendre un peu, car il sert vraiment trop fort. Le nain relâche sa prise et s'excuse aussitôt. Il a tenté toutes sortes de méthodes, rendant les objets plus résistants mais paradoxalement fragiles. Taru se dit en lui-même, ça ne fonctionne pas du tout. Il existe une technique particulière pour rendre le métal trempé plus résistant. Cette technique s'appelle le recuit. La trempe et le recuit sont inséparables. Si vous chauffez le fer à une température plus basse que lors de la trempe, il devient plus résistant. Pendant la trempe, ils mettent une argile spéciale, le yakiba, pour le refroidir rapidement et le durcir. Du moins, c'est ce que dit la télé. Le nain a en fait compris. Taru explique que s'il procède de cette manière, l'arme devrait être bien plus efficace. Le nain sourit largement, le remercie chaleureusement et lui demande la permission de l'appeler maître. Taru répond « Non, ce n'est pas nécessaire, c'est trop d'honneur. Say one such on half price. Je ne fais que partager ce que je sais. » Et boum, Taru débloque une nouvelle compétence, les yeux de la vérité. Le nain est surexcité, affirmant qu'il va créer quelque chose d'épique grâce à ces précieuses informations, et propose de se retrouver dans un mois. Taru s'incline respectueusement, le remercie chaleureusement, et s'en va. Scène suivante, le quartier commercial de la ville. C'est bondé, une foule de gens font leurs courses. Taru est impatient d'essayer sa nouvelle compétence, en utilisant les yeux de la vérité. Il en est complètement émerveillé. Il peut tout voir et tout identifier. Les humains ne le peuvent pas encore car ce n'est pas entièrement débloqué, mais c'est extrêmement pratique. Taru prend une orange, se demandant si c'est ainsi que Ney voit les choses. Chaque chose a une description. Il compte éviter les faux articles grâce à cette compétence, n'achetant que les bonnes potions. Idem pour les autres objets qu'il recherche. Le temps passe et les gens le fixent. C'est Taru, portant une montagne de choses dans une boîte. On dirait qu'il a dépensé tout son argent et qu'il est maintenant fauché. Ça fait déjà 2 mois qu'il est devenu aventurier. La plupart des aventuriers le voient comme le touche-à-tout ultime, en gros le garçon de course de la guilde. Il est souvent cantonné aux missions les plus faciles et peu le considèrent comme un véritable aventurier. Son rang est bloqué à G+.
Sa promotion au rang F était due à des missions hors de la ville, mais la guilde estime que ses muscles ont besoin d'un peu plus de punch. Puis un jour, un homme l'interpelle pour qu'il vienne dans la cour. Là, un groupe de personnes s'entraînent à manier l'épée. Ce vieil homme, Dice, dit que Taro a l'air plus maigre que la dernière fois et que c'est pourquoi il peut rejoindre l'équipe d'entraînement. Il tend une épée à notre héros, qui craignait qu'on ne le réprimande pour avoir manqué 2 mois d'entraînement. Alors Daz fonce sur Taru, lui lançant le défi de montrer ce qu'il vaut. Taru serre fermement son épée. En plein mouvement, Daz lui fait remarquer qu'il gaspille trop d'énergie, lui disant de se préparer. Il assène un coup puissant à Taru, disant qu'il a baissé sa garde, mais bon, il a du potentiel. Une fois les bases acquises, il sera redoutable. Mais d'abord, ils doivent corriger sa posture. À partir de là, son emploi du temps est chargé. Le matin, il nettoie la guilde et il a aussi des tâches de mission. En fin d'après-midi, c'est l'heure des arts martiaux. Avec tout ça, le gars est crevé tous les jours. Il se dit, c'est cool, mais il doit y avoir un moyen plus rapide. Mais bon, il va juste s'écrouler pour l'instant. Il utilise alors son pouvoir de purification. Soudain, il a une idée. Peut-être qu'il peut nettoyer rapidement la guilde avec ce pouvoir. Pour l'instant, il va le tester dans sa chambre pour voir si ça fonctionne. Activant son pouvoir, il le projette sur le sol. Une lueur bleue emplit la pièce, et boum, tout est impeccable. Il s'avère que les murs sont en fait super blancs. Changeant de tactique, il devrait essayer de nettoyer toute la guilde. Puis il ouvre les yeux. Regardant autour de lui, il se demande si quelque chose a changé, mais alors, il aperçoit quelque chose. Un enfant tombe au sol comme un sac de patates. Le chef de guilde se précipite, lui demandant si c'est lui qui a fait ça. Le gamin est étendu, complètement à bout de force, sur le sol. Une lumière mystérieuse venait tout juste d'envahir la salle de la guilde. Le héros s'excuse et le chef de guilde vérifie s'il va bien. Il a sans doute épuisé son mana, lui rappelant de ne pas gâcher sa puissance pour des futilités. D'habitude, il utiliserait cette magie contre les morts vivants et devrait se limiter au petit nettoyage. En le couchant, il lui dit de se détendre aujourd'hui. Notre héros insiste qu'il n'a pas terminé, mais ensuite, il s'éteint complètement, comme une bougie. Le lendemain matin, Taru se sentait pleinement rafraîchi et a pu utiliser son pouvoir. Et finalement, hier, il a réussi à libérer du temps et, au lieu de faire le ménage, il a eu davantage de temps pour s'exercer à l'art de l'épée. Cependant, l'entraînement consistait principalement en de simples exercices de base. Notamment, il était le plus jeune et le plus petit parmi les autres entraîneurs, et certains d'entre eux avaient même leurs propres talents uniques et styles d'épée. De ce fait, son ascension dans le monde des aventuriers à cet âge était vraiment une grande rareté. Puis Ney explique que, comme vous le savez, il y a une raison pour laquelle ils ne confèrent pas des rangs supérieurs à n'importe qui, car ils doivent absolument garantir la qualité de leurs aventuriers. Après tout, c'est une profession pleine de risques, et ils ne peuvent pas accorder un rang à quelqu'un qui ne le mérite pas, car sinon, cela pourrait avoir de graves conséquences. Pendant ce temps, notre jeune homme continuait à s'entraîner à l'escrime, se disant qu'il était vraiment très chanceux. La scène change. Taru se rendit de nouveau à l'atelier de ce nain. Il avait réussi à forger des lames comme jamais auparavant grâce à lui. Il forgea aussi une épée courte pour le garçon, lui demandant s'il l'accepterait. Taru, à son tour, prend cette épée. Le remerciant pour tout, le nain lui demande de la considérer comme un cadeau, juste pour le remercier. En utilisant sa compétence d'évaluation, Taru est étonné de réaliser qu'une seule pièce d'or valait approximativement 10 000 yens, ce qui signifie que cette épée valait au moins 150 000 yens. Le nain ne comprend rien à ce qu'il a dit, mais notre héros répond que ce n'est rien, lui demandant si par hasard il a ajouté une quelconque valeur à cette épée. Le nain demande s'il peut le remarquer car parfois, il a cette capacité à donner un bonus et a forgé cette épée il y a quelque temps et elle a vraiment réussi à acquérir cette compétence. Là-dessus, Taru continue d'observer son équipement, pensant que les gens deviendraient fous rien que pour une seule de ses améliorations, se demandant ce qui se passerait s'ils voyaient ça. Cela fait 6 mois qu'il a retrouvé les souvenirs de sa vie passée et ces souvenirs étaient principalement sous forme de connaissances acquises. Mais on ne peut pas ignorer les avantages. C'est comme ces récits de fantasy épiques et d'isekai, où les personnages utilisent leur intelligence pour régner sur un autre monde. Mais après quelques recherches, il a compris que c'était une arme à double tranchant. Taru a un flashback d'un rapport sur un type qui s'est fait démolir par un monstre. Un aventurier demande si c'est bien le type qui s'est présenté au bureau pour s'enregistrer et l'autre répond que ce n'était pas très futé de s'enregistrer sans soutien. Apparemment, il avait l'intention de breveter quelque chose, mais un noble lui a dérobé son idée et le jour suivant, son corps a été découvert dans la forêt. Donc, apporter de la technologie là-bas pourrait ne pas être aussi simple qu'il le pensait. Pendant ce temps, des aventuriers s'entraînaient au maniement de l'épée. Taru, observant le combat, dit que c'est un mouvement basique mais efficace. Puis, il a une idée, disant qu'il choisirait quelque chose qui semble simple mais est difficile à reproduire. Un peu plus tard, notre jeune homme préparait quelque chose. Il s'est avéré que c'était du pain, mais il était tout brûlé. Il avait essayé de faire son pain préféré de sa vie passée. Honnêtement, l'hygiène dans ce monde est vraiment bizarre. Il ne se lave même pas les mains et faire du pain avec de la levure, c'est toute une galère. Mais si ça marche, il fera un pain d'enfer et le mangera vraiment. Alors il utilise sa compétence de purification pour éliminer tous les germes. Avec ça, Taru a finalement préparé sa levure. Pendant ce temps, Ney l'observait, lui demandant ce qu'il fabriquait. Il dit qu'il va faire du pain avec, utilisant ce liquide pour concocter un pain blanc et moelleux. En gros, un pain comme elle n'en avait jamais vu. Ney demande si c'est ce pain blanc raffiné que les gens riches mangent, car elle veut en faire aussi.
Sur ce, Taru a continué à préparer son repas, avec Nei qui l'aidait. Le gamin est en gros allé dans un monde magique, juste pour faire du pain. Un peu plus tard, c'était enfin terminé. Ce n'est pas très moelleux car c'était cuit à la poêle. Puis, Nei dit que ça sent incroyablement bon. Ça sentait si bon que même les aventuriers d'en face le reniflaient. En un rien de temps, le chef de guilde arrive, demandant s'il avait fait du pain, ce à quoi il répond « Oui, il est blanc et moelleux ». Sans hésiter, le chef de guilde commence à manger le pain, surpris par son goût car il est vraiment différent. Nei dit qu'il est génial car il peut faire toutes sortes de choses, même du pain. Changement de scène. Le bâtiment à côté de la guilde des aventuriers est un bar géré par la guilde et est un lieu de rencontre pour les aventuriers. Quand ils ont ajouté son sandwich au menu, il a explosé en une semaine, augmentant le nombre d'habitués. Et bien sûr, sa création était de Taru, mais ils en ont fait la spécialité exclusive de la branche de la guilde. Après tout cela, Taru pouvait manger de bons plats et obtenir un abri de la guilde. C'était gagnant-gagnant pour les deux. En résumé, il est passionné par le pain, mais aussi par le riz. Mais ce n'est pas grand-chose dans ce monde. Les gens traitent le riz comme une mauvaise herbe qu'ils donnent au bétail. Il est donc très affecté. Sa mission, en tant qu'ancien japonais, est de propager l'amour du riz. Il a essayé d'en parler à Léo, mais Léo n'avait jamais entendu parler du riz. Alors il a décidé de lui servir du pain préparé avec de la farine de riz. Au moment de manger, il a semblé incertain. Il a rapidement changé d'avis. C'est vraiment très différent du pain ordinaire et c'est super bon. Avec ça, la décision était prise. Ils vont se mettre à vendre du pain de riz. Notre garçon est ravi d'avoir réussi. Un peu plus tard, de plus en plus de clients affluaient et il devait penser à un plat principal à base de riz, se disant qu'un bol facile à manger ferait l'affaire pour l'instant. Mais d'abord, il fallait faire du riz simple, puisqu'ils n'utilisent pas de baguette là-bas. Ils se débrouilleront, terminant enfin son plat en ajoutant de la viande au riz. Le gamin est vraiment devenu un chef dans ce monde. Ainsi, le plat était prêt et boum, un autre plat à succès fut ajouté au menu et des tonnes de membres de la guilde sont venus juste pour goûter ce plat incroyable. Un peu plus tard, Taru se détendait à une table, terminant un nouveau plat. Le gamin était surexcité car il avait hâte de manger. Dès qu'il acquiert cette nouvelle compétence, il se dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il s'avère qu'il lui suffisait d'être un gourou de la nourriture et paf, il connaît soudainement tout sur les plantes. Mais Taru n'est pas exactement fou de joie. En fait, il se dit « Bof, rien ne semble différent ». Alors il a l'idée d'aller vérifier les plantes du jardin. Il y arrive, et toujours rien. Son cerveau ne lui fournit aucune nouvelle information. Il se dit qu'il ferait bien d'utiliser sa compétence d'évaluation pour examiner la situation. Il s'avère que ces plantes ne sont que de simples mauvaises herbes. Taru se dit « Bon, je retire mes paroles. Cette compétence est en fait plutôt utile pour examiner les choses. » Ensuite, nous sommes de retour à la guilde. Ce petit a un chat sur la tête, disant que son grand-père est parti et il demande si elle peut garder le chat. La fille répond « Bien sûr, il faut juste le noter dans le registre qu'il est en sécurité. » Et juste comme ça, mission accomplie. Changeant de sujet, elle plaisante en disant que le chat est plus souvent à la guilde qu'à la maison. Elle lui demande sa plaque d'aventurier pour enregistrer la mission. Taru est d'accord mais veut savoir pourquoi. La jeune femme dit « Tu verras ». Elle se dirige vers cette machine magique de tout à l'heure, y insère la plaque de Taru et juste comme ça, le travail est fait. Elle dit « Félicitations, tu es maintenant de rang F ». Taru est ravi et la remercie. Elle lui demande s'il souhaite prendre une mission de rang F. Taru répond « Bien sûr, mais je dois d'abord me préparer correctement ». Alors qu'il s'en va, Nei se dit que Taru a certainement oublié de confirmer que sa mission était bien accomplie. Peu après, Taru est de retour chez lui, s'équipe minutieusement, prêt pour sa mission de rang F. Devant le tableau des missions, il choisit finalement la quête qui lui convient. Nei est surprise, car il s'agit d'une mission de cueillette d'herbes. Elle s'attendait à ce qu'il parte à la chasse, surtout avec cette épée naine. Taru lui répond « C'est vrai, mais je veux d'abord essayer d'autres choses ». Alors Taru est dans la forêt, se disant « C'est le moment idéal ». Il se lance directement en utilisant sa compétence végétale. Chaque plante possède une description détaillée. Son talent est très utile. Il dit « Oui, c'est bien ce que je pensais ». Il commence à cueillir des herbes avec son seau. Grâce à cette compétence, c'est une véritable machine à cueillir les herbes. Quelques heures plus tard, il les avait toutes. Mais quelque chose cloche dans la forêt. Il ne sait pas où il est, pense qu'il est peut-être perdu, qu'il devrait peut-être faire demi-tour. Puis, il entend des bruits dans les buissons. Quelque chose est là, et bam, un gobelin apparaît. Taru se dit « Pourquoi cette chose est-elle ici? S'il n'y en a qu'un, il pourrait avoir une chance, le prendre par surprise, et dans un monde fantastique, il devrait le vaincre rapidement. » De plus, il a très envie d'essayer cette épée. Mais il tremble comme une feuille. Il est vraiment incertain de toute cette situation, mais il continue d'avancer vers le gobelin. Puis il fait un bruit. Le gobelin l'entend. Il fonce sur lui. Taru réussit à parer le coup. Il est en train de perdre contre un gobelin armé d'une hache de pierre. Son épée lui échappe et s'envole. Le gobelin le poursuit toujours, manque de le frapper, mais Taru trébuche et tombe. Il se relève rapidement et s'empare de son épée. Il est encore secoué par la peur. Le gobelin tente une nouvelle attaque, mais Taru a déjà son épée prête. Le système annonce qu'une compétence est activée et Taru s'exclame « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Le gobelin, lui, n'a aucune idée de ce que Taru vient de faire. Il s'est enfui en quelques secondes. C'est ainsi qu'il s'est échappé, a continué à cueillir des herbes et a commencé l'entraînement à l'épée pendant son temps libre. Il a même essayé de faire des potions avec des livres, travailler comme forgeron avec le nain.
Récemment, il s'est mis au tir à l'arc. Il y a une raison pour laquelle il essaie toutes ces choses, car sa compétence de texte illisible a des règles d'activation super spécifiques. Quand il s'est réincarné, il a retrouvé ses souvenirs de sa vie passée. Et après avoir enfin pris un bain après 2 mois, il a obtenu la compétence de purification. Normalement, personne ne se salirait autant en 2 ans, et ces gens n'ont pas souvent de seconde chance de se refaire une beauté. Il a vu la vérité en étant doué pour repérer ce que font les experts, ce qui est d'ordinaire impossible car cela demande des années de sagesse. Grâce à ses connaissances de sa vie passée, il a préparé des repas incroyables et a tout appris sur les plantes. Avec le recul, aucune de ces prouesses épiques ne se produit du jour au lendemain dans une vie ordinaire. En somme, il veut simplement tout tenter, dans l'espoir de débloquer de nouvelles aptitudes, et être têtu, c'est tout à fait son genre. Juste après, Taru plante une flèche dans la cape de Moby, manquant de peu le gars. Il s'enflamme à ce sujet, mais une autre personne surgit. Taru a passé sa jeunesse à être propulsé vers un autre monde. Il a même réussi à se réincarner. Scène suivante. La salle des aventuriers. Notre gars s'y détend aussi. Il pensait à toutes les choses qu'il avait tentées pendant 1 an et demi, sans rien maîtriser. Il a apporté de nouveaux snacks à l'auberge, et ce fut un succès immédiat. Il a même appris au nain à forger une nouvelle arme, un katana. Peu après, il a capturé un lapin unicorne, sa première chasse aux monstres. Le dieu d'avant avait dit que ce ne serait pas facile, et il avait vu juste, mais il a tiré quelque chose de tout ce chaos et a réalisé qu'il peut gérer une multitude de tâches avec brio, ce qui est rare dans un monde plein de compétences. Et si vous n'avez pas de compétences, vous êtes considéré comme un débutant. Tenter de maîtriser quelque chose sans un talent naturel est quasiment impossible, et il se demande si ses compétences techniques un peu désordonnées y sont pour quelque chose. Ensuite, notre héros se lève, pensant qu'il est peut-être simplement en train de trop réfléchir à tout cela. Il décide donc de partir cueillir des herbes. Il comptait se rendre dans la forêt nord-est ce jour-là, mais s'il fréquente toujours les mêmes lieux, il risque d'épuiser toutes les herbes. Plus il s'enfonce dans la forêt, plus les herbes qu'il trouve sont rares, et plus il ressent la présence de monstres. Ce sont surtout des gobelins, mais à certains endroits, il pourrait tomber sur un orc. Peut-être qu'il devrait vite finir la mission du jour. Quelque temps plus tard, il finit enfin de ramasser toutes les herbes. Pourtant, le gamin continue de cueillir quelques plantes de plus. Celles qu'il a en main semblent plutôt rares. Il a eu de la chance, car il était en train de découvrir de superbes plantes. À ce moment-là, il entend un bruit. En regardant sur le côté, il se demande si c'est un lapin ou un esprit, mais son visage change radicalement quand il voit ce que c'est. C'est un autre gobelin. Cette créature tient une toute petite souris. Notre garçon s'apprête à dégainer son épée, mais le gobelin le repère. Le monstre ne quitte pas des yeux le protagoniste. Soudain, le gamin détale. Au même instant, le système signale que la compétence spéciale est activée parce qu'il a fui une créature. Il a obtenu la détection de présence et la cape d'invisibilité comme compétence. Le protagoniste continue de courir, incrédule d'avoir acquis une compétence en s'enfuyant. La scène bascule vers la salle des aventuriers. Plein de monde traîne là. Notre héros a activé sa compétence de camouflage. Il est choqué par cette compétence, se demandant à quel point elle est cheatée. Personne ne le voit du tout au milieu de cet endroit. Il essaie de discuter avec les gens, mais c'est un échec total. On dirait qu'il a vraiment réussi à passer en mode furtif, mais il se prend un coup sur la tête. Notre gars est complètement perdu. Et il s'est avéré que Léo lui disait de choisir le bon endroit pour utiliser cette compétence. En entendant cela, Taru pense que certaines personnes peuvent encore le repérer. La scène bascule à nouveau vers un autre endroit, un peu plus tard. Taru continue de cueillir des herbes afin de mener à bien sa mission. Au même moment, il remarque quelque chose d'étrange, devinant que des monstres se cachent aussi dans les parages. Il se dissimule derrière un arbre pour observer la situation, mais cette fois, ce n'est qu'un simple lapin à cornes. Il se dit qu'il ferait aussi bien de l'abattre pendant qu'il est dans les parages, car sa chair est délicieuse et sa peau peut être vendue. Sans perdre un instant, il active sa compétence de camouflage, s'approchant discrètement du lapin, et là-bas, l'effet de la cape furtive a vraiment ses avantages. Peu après, il entend un autre bruit. Pensant que c'était encore un monstre, le garçon pointe son épée, mais l'autre gars demande si c'est Taru, lui demandant de foncer à la guilde au plus vite. Son équipe affronte une horde de gobelins et a besoin de renforts car il y a environ 80 monstres. Rapidement, notre héros s'en va, leur disant de tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts. La scène bascule à nouveau vers la guilde, Taru expliquant toute la situation. Léo dit « c'est forcément la forêt du Nord. Rassemblez l'équipe, on part au plus vite. » Une équipe se bat déjà contre des gobelins pour assurer la sécurité, donc abandonner leurs compagnons de guilde n'est pas une option. Ils lancent « Il est temps de former des équipes, aventuriers. Faisons preuve d'unité. » Ils se divisent en 3 escouades, rouge, bleue et verte. Taru est chargé de faire passer le mot à tous. L'équipe rouge est en mission de sauvetage, l'équipe verte patrouille contre les gobelins et Taru est le messager désigné. Tout le monde doit travailler en équipe comme des pros et personne ne doit être mis KO sous leur surveillance. Avançons un peu dans le temps, nous sommes dans la forêt. Un gars stresse de manquer de flèches, mais son pote lui dit « Calme-toi, T. » Les renforts sont en route, et paf, les renforts arrivent. Un autre gars dit « dites à l'escouade bleue de dégager un chemin d'évasion. » Puis, notre héros leur tend des potions, disant « Prenez-les, faites-moi confiance. » Le gars est choqué, demandant si elles sont chères, mais Taru répond « Non, je les ai préparées moi-même. » De plus, il part informer l'escouade bleue sans tarder.
Enfin, le gosse fonce vers l'équipe suivante, demandant s'ils peuvent assurer une sortie et le gaz à capuche. L'escouade verte distrayant les méchants serait cruciale. Notre type est le centre d'info, mais ça s'annonce mal. Trop de gobelins, et ils ont besoin de renforts. Toutes les escouades sont acculées par des gobelins, ont désespérément besoin d'aide. Léo dit « Compris, je préviens la guilde, restez calme, on gère ça. » Mob est aussi au cœur de l'action, fonçant droit dans le chaos, face à une armée de gobelins. D'un coup épique, Léo en élimine un tas. Puis un gobelin sournois tente de lui tendre une embuscade, mais un de ses coéquipiers le protège. Léo dit « Merci, frérot », et continue d'avancer. Mob observe l'action se dérouler, chargeant lui-même sur des gobelins. Notre héros est époustouflé par les compétences de chacun, mais pas le temps de rester bouche bée. Il doit retourner à la guilde. Scène suivante, il y arrive enfin. Les aventuriers bourdonnent, demandant les détails. Taru dit « Le chef de guilde s'en occupe, tout va bien. » Mais notre homme s'effondre alors comme un sac de patates. Plus tard, il se réveille. Se sentant soulagé que tout le monde aille bien, un type lance « Ces potions ont été cruciales, nous avons combattu sans crainte. » Et Taru est simplement heureux que tout le monde soit en sécurité. Au final, il a fait sa part, mais il est déçu par son manque de compétences au combat. Il se voit plus comme un épéiste qu'autre chose, mais ce n'est pas suffisant. Il veut tester ses capacités contre des gobelins, mais ils sont nombreux, donc les affronter seul est risqué. Faire équipe serait la solution, mais personne n'est prêt à s'allier avec lui. Alors il se dit que ce sera retour à l'entraînement demain. Scène suivante, nouveau lieu. Une femme se présente dans la salle des aventuriers. Plusieurs jours se sont écoulés depuis la bataille contre les gobelins. Taru est déjà parti pour une nouvelle mission. Marco lui dit « Merci pour le travail accompli. Je m'occuperai de toute la paperasse. » Taru, perplexe, demande alors où est Nae. C'est vraiment étrange qu'elle ne soit pas à la guilde. Marco a raconté que ses parents sont apparus de nulle part pour une sorte de réunion importante. Ça semble vraiment grave, car des aventuriers sont activement à la recherche de Nae. Puis un autre gars a demandé, incrédule, « C'est vraiment sérieux ça ?» En interrogeant les aventuriers, ils ont fini par cracher le morceau à propos d'une proposition de mariage pour Nae. Tout le monde est sous le choc. Un autre aventurier demande à Taru s'il était au courant, et il répond « non », les laissant dépiter car Nae semblait avoir un faible pour lui. Puis, quelqu'un vient taper sur l'épaule de Taru, lui demandant de suivre Nae et de rendre compte de ce qu'il verrait, mais Taru réplique « Impossible, je suis déjà engagé dans une mission ». Marco lui rétorque « Tu ne l'as pas encore officiellement accepté, donc tu es tout à fait libre d'y aller ». Ce qui laisse Taru complètement agacé, pensant qu'il devrait simplement faire son travail en toute discrétion, tel un ninja en mission d'infiltration. N'ayant aucune autre option, il est contraint d'accepter cette mission, même si c'est une vraie corvée. Mais si les choses tournent mal, c'est lui qui en paiera les pots cassés. Alors, même si les aventuriers prétendent qu'ils attendaient son rapport, ils n'en croient rien. La scène bascule et notre héros, en observant la calèche, se dit que Nae doit forcément se cacher dans les environs. Puis, soudain, il tombe sur quelque chose. Nae est tranquillement en train de se prélasser à côté d'un type, apparemment. Taru se dit « Mince, c'est sûrement le prétendant dont on a parlé. » Ce gars semble assez futé, mauvaise nouvelle pour la guilde. Mais il doit d'abord vérifier pour en avoir le cœur net. Les minutes s'écoulent et Taru les suit toujours, persuadé d'avoir résolu l'énigme, car la distance entre eux est plus que suspecte. Puis un vieil homme apparaît, demandant à Taru s'il va bien après une chute, mais Taru lui fait « Shut mec ». Quand il jette un coup d'œil, les deux ont disparu dans la nature, pensant qu'il doit absolument découvrir ce qui se passe vraiment entre eux. Scène suivante, ce gars déclare qu'il veut passer l'éternité avec Nae, lui demandant s'il peut la demander en mariage. Et enfin, c'est juste l'imagination débordante de Taru qui dit que Nae ne peut absolument pas se marier. Il se demande comment il va révéler ça à la guilde. Et là, quelqu'un l'aborde. C'est Nae qui lui demande pourquoi il rôde. Sans perdre de temps, il lance « C'est qui ce gars ?» Elle répond que le type avait besoin d'infos. Elle lui a donc donné un coup de main. De plus, sa famille est là, lui demandant s'il veut se joindre à eux pour manger un morceau. La scène change pour un restaurant. Taru est là avec Nae et sa famille. Il demande « Alors, ce mariage arrangé, c'est sérieux ?» Puis, un flashback avec la mère de Nae. Arrivant à la guilde, Nae est surprise par cette visite inattendue. Pendant qu'elle discute, un homme les espionne, essayant de comprendre ce qui se passe. Sa mère dit que si elle est célibataire, elle devrait penser à un mariage arrangé. La scène revient à Nae qui dit que c'était juste une blague de sa mère. En entendant ça, son père dit « Si tu es si inquiet, tu devrais peut-être l'épouser quand tu seras plus âgé. » Pendant ce temps, Taru pense qu'ils sont une famille soudée, se demandant si ses parents de sa vie passée vont bien. Ils sont probablement secoués par sa mort mystérieuse, surtout après avoir été admis dans une université de premier plan. Bref, il n'a été qu'un casse-tête pour eux. Peu après, Nae vérifie s'il va bien et il répond « Oui, je vais bien. » Alors, il est déterminé à tout déchirer dans ce monde pour rendre ses parents fiers. Une journée passe très vite après tout ce chaos. Notre héros se détend tranquillement à la guilde. Il reste là, figé comme une statue. Les aventuriers, eux, suent à grosses gouttes, tous agenouillés à ses pieds. Dans le coin, le chef de guilde est là aussi. Le gars est super nerveux. Puis Taru dit « J'ai des missions, alors laissons tomber cette discussion. » Mais Léo répond « Nous étions aussi des victimes. C'est normal d'être en colère. » Utiliser un enfant pour espionner la vie d'un employé de la guilde, c'est bas. Mais la gamine dit « Ce n'est pas grave, il faut leur pardonner. » En entendant ça, les membres de la guilde sont choqués car c'est un véritable ange.
Peu après, le chef de guilde esquisse un sourire, leur disant qu'ils ont de la chance car ils devront faire 1 mois de mission bénévole. Les missions bénévoles, en gros, sont méga ennuyeuses, difficiles et très salissantes. Elles sont mal payées, et ce lot est encore plus dur. La prochaine se dirige vers une montagne et la mission est de réparer les murs de la ville. Cela implique de transporter les pierres, de les déplacer et de les empiler. C'est un travail éreintant, et avec un salaire misérable, c'est l'un des emplois les moins recherchés. Quand Taru était de niveau G, il n'y arrivait pas. Mais maintenant, c'est différent, car, cette fois, la récompense n'est pas négligeable. Et c'est ainsi qu'il se joint à l'équipe sur les lieux. Il y a déjà une foule de gens en train de casser des pierres. Pour une raison quelconque, Taru est aussi de la partie. Le garçon pense qu'il n'est pas là pour transporter ou empiler des pierres. Il est surtout là pour voir ce qui se passe. Puis, un vieil homme surgit, leur disant de se mettre au travail sans tarder. Mais avant, il doit enseigner les bases, car les novices doivent bien écouter, leur demandant s'ils voient cette pierre là-bas. La première chose à faire, c'est trouver son centre, puis la briser de toutes vos forces. Boum, la pierre s'est fendue en deux. Le vieux dit « Hey, vous devriez essayer aussi. » Parfois, ces pierres cachent des choses vraiment cool, alors si vous en trouvez, prévenez-le. Si tu trouves quelque chose d'épique, il reçoit aussi une récompense. Et Taru se dit qu'il devrait tenter sa chance. Il commence à utiliser son pouvoir de clairvoyance. Dans ces rochers proches, tout ce qu'il voit, c'est du charbon. Mais alors les yeux du garçon s'écarquillent quand il jette un coup d'œil de côté. Quelque chose de brillant attire son regard. Il s'écrie « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Le vieil homme réapparaît, disant que ces tas ne sont que des déchets miniers, rien d'important. Mais notre héros, lui, se dit « Non, je vais absolument jeter un œil à ça. » Et il brise la pierre. Et là, boum, elle se met à briller. Le vieil homme ne fait qu'observer, la bouche grande ouverte, complètement stupéfait. Le héros vient de tomber sur un minerai de mithril, laissant le type chauve totalement sous le choc. Il hurle à tout le monde de s'arrêter parce que, mec, ils viennent de découvrir du mithril. Ainsi, Taru débloque une nouvelle compétence appelée précision. Les jours passent et le garçon essaie toujours de comprendre cette histoire de précision. Sûrement liée à la visée, alors il commence à s'entraîner avec un arc et des flèches, pensant que cette compétence sera super utile. Changement de scène et un type dit « 100 pièces d'or pour le mithril, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent ?» Taru pense qu'il doit sa vie aux membres de la guilde. Alors, la nourriture et les boissons, c'est lui qui nous offre tout ça aujourd'hui. Et après ça, boum, ce sera la fête. Ensuite, il jette un regard à Ney, lui demandant si elle a des idées pour l'argent qu'il reste. Elle suggère d'en faire don à l'orphelinat, ce qui le laisse stupéfait par cette idée. Changement de décor. La ville est en effervescence, car un enfant a découvert du mithril de nulle part. Pendant ce temps, des aventuriers de la guilde sont en pleine discussion. Un homme aux cheveux bruns demande « J'ai entendu dire que Taru avait vaincu des bandits. Est-ce vrai ?» Mais Taru répond « Non, ce ne sont que des ragots », se demandant comment gérer ces rumeurs. Alors le gars lui dit « Ne t'inquiète pas, j'ai fait taire ces rumeurs pour toi. » À ces mots, Taru a les larmes aux yeux, remerciant tout le monde de l'avoir soutenu, pensant qu'il est reconnaissant mais qu'il doit étouffer ces rumeurs. Plus tard, Taru se promène en ville grâce à son pouvoir d'invisibilité. Il entend quelque chose et se demande ce qui se passe. Il s'avère que c'est une pièce de théâtre avec un acteur qui réclame de l'argent. Taru pense que cette ville est plutôt ennuyeuse. Il entend son nom et s'anime. Il se met à courir pour aller voir. De l'autre côté, une pièce de théâtre se déroule, racontant l'histoire d'un enfant qui bat des gobelins et gagne une pierre de mithril. Il demande quoi faire de l'argent, prévoyant de le donner à l'orphelinat. Jumeau regarde, choqué, comprenant que ça le concerne. Les spectacles de marionnettes ne parlent plus que de légendes locales. C'était des rituels, mais maintenant c'est juste pour le plaisir. Les rumeurs sur Taru deviennent le divertissement de la ville, et comme on dit, les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre. Réaliser cela ne fera qu'alimenter les commérages. Il se fera trop remarquer, ce qui pourrait causer des problèmes. Alors, il veut l'éviter. Dans tout ce chaos, il doit se calmer puisqu'il n'a pas le choix. C'est risqué, mais il devra peut-être tout donner. Il a de la peine pour les marionnettes, mais il doit combattre le divertissement par le divertissement. Scène suivante, Nae pense à lui. Le garçon demande ce qui se passe. Elle se demande pourquoi il traîne tout ce bois de chauffage, attirant l'attention. Et Taru dit « Je prépare un jeu pour mon avenir ». Nae demande « Un jeu pour ta vie ?» Il hoche la tête, disant que la ville est obsédée par lui, alors il crée un jeu pour les distraire. Nae, elle dit « Tu essaies de détourner l'attention, mais créer quelque chose que tout le monde adore du jour au lendemain, c'est vraiment difficile. » Mais le garçon, lui, il dit « Calme-toi, j'ai un plan. Il n'y a rien de louche là-dedans, donc pas d'inquiétude. » Scène suivante, le jeune garçon termine enfin son jeu et décide de lui donner le nom de Havers. Pour créer ce jeu absolument épique, il commence par découper un plateau de forme carrée et y trace des lignes pour obtenir une grille de 8 par 8. Il peint un côté de la petite balle en noir et l'autre en blanc, un peu comme un mini yin-yang. Et hop, le jeu est terminé. Nae, toute curieuse, demande comment y jouer. Dans ce jeu, on retourne les pions de l'adversaire en les encerclant avec les siens, et celui qui a le plus de pions gagne. Quand on pose un pion, il faut le placer là où on peut piéger la couleur de l'adversaire et retourner tous les pions encerclés horizontalement, verticalement ou même en diagonale, façon ninja. Dès que vous contrôlez les coins, vous maîtrisez le jeu. La jeune fille est super excitée de l'essayer et Taru lance « C'est parti !» et c'est ainsi que le premier affrontement épique commence.
Née est gonflée à bloc, disant qu'elle est absolument certaine de ne pas perdre. Elle passe à l'action. Le temps s'écoule rapidement et les Noirs remportent 4 victoires tandis que les Blancs n'en décrochent qu'une seule. La bataille fait rage, les Noirs accumulant 23 victoires et les Blancs en remportant 18. Le protagoniste se dit « je ne suis pas si mauvais que ça ». Finalement, la bataille se termine avec les Noirs qui gagnent avec 40 pièces. Nae est ravie car elle a enfin décroché une victoire et elle est choquée d'avoir battu le créateur du jeu. Le protagoniste lance « l'heure de la revanche ». Il ne perdra plus. Nae, enflammé, dit qu'il ne saisit toujours pas sa puissance. Pendant ce temps, Taru s'apprête à devenir sérieux. Il passe à l'action. Le temps file à nouveau. Nae dit que c'était serré. Et pour un simple jeu, c'est génial. Changeant de sujet, elle se demande s'il l'a ménagé lors de la première partie. Le protagoniste tente d'esquiver, mais elle n'est pas dupe. Pourtant, le jeu est génial, et elle est sûre que tout le monde va l'adorer. Taru est plutôt content d'entendre ça, mais la grande question est de savoir qui peut revendiquer le statut de créateur et l'enregistrer auprès de la guilde commerciale. Jusqu'à présent, les recettes de sa vie passée n'étaient que de simples plats, donc il n'y avait pas besoin de les enregistrer. Certains ont bien tenté de les reproduire, mais personne n'a jamais surpassé l'original au restaurant de la guilde. Grâce à la réputation inébranlable de la guilde, personne n'osait les copier ouvertement. Mais avec ce jeu, c'est une toute autre paire de manches. Voyant la situation, Nae demande quel est le plan de notre héros. Il envisage d'utiliser le nom de la guilde, mais s'il l'enregistre, il leur faudra un nom de créateur. Il pourrait utiliser Léo, mais il est bien trop célèbre, donc ce serait vraiment très louche. Honnêtement, quelqu'un de confiance, avec un solide appui, serait l'idéal. Il demande si la jeune femme connaît une telle personne. Elle devient très pensive. Puis, elle a une illumination, disant qu'il y a quelqu'un et qu'il est même très proche de lui. Le protagoniste est d'abord surpris par cette révélation, mais il comprend vite. Changement de scène, le garçon appelle Mob. C'est un homme intègre. Il fait des dons à l'orphelinat et c'est un aventurier de premier ordre de la guilde. Nae dit que Mobé continuera de donner une partie de ses revenus à l'orphelinat et, en tant que membre de son équipe, il est partant pour des missions de longue durée. Donc Mobé est le candidat idéal pour cette mission. C'est pourquoi il obtient le vote de confiance. La scène nous emmène dans la pièce du chef de guilde. Mob explique que l'orphelinat pourrait bénéficier de ses revenus supplémentaires. En outre, il brûle d'impatience de progresser avec son équipe, demandant à Taru s'il est vraiment certain de sa décision, car c'est peut-être bien maintenant, mais si le forum devient très populaire. Les protagonistes sont tranquilles. Il aura une part des bénéfices et évitera tout drame, ce qui est super pratique. Mob dit « ça a l'air gagnant-gagnant ». Changeant de sujet, le garçon demande s'ils sont prêts à partir. Mob répond « tu parles ». Il conclut enfin l'affaire. La scène passe à Taru examinant son plateau, disant que pour les masses, un plateau simple suffit. Pour les collectionneurs et les nobles, il faut quelque chose de spécial. Faire des éditions limitées avec des plateaux et des pieds fantaisie, plus des jeux de shogi. On dirait que sa précision a été sous-estimée et qu'elle sera très utile. C'est incroyablement précis, ce qui facilite grandement les mesures. Cela stimule aussi ses capacités motrices comme un pro. Avec ça, il pourrait tout à fait devenir un maître charpentier. Après un certain temps, le garçon a enfin terminé sa construction épique. Taru s'est vraiment surpassé sur ce coup. Nae, en voyant le chef-d'œuvre, est stupéfaite, le qualifiant de véritable œuvre d'art. Taru se contente d'acquiescer et de remercier, mais il est toujours inquiet de quelque chose. Les grandes choses ne se vendent pas toutes seules, il faut en faire la promotion. Bientôt, il repère des aventuriers, pensant que c'est le moment et qu'il compte sur eux. Une mission vraiment unique et tout à fait spéciale. Ensuite, le gars avec le bandeau demande ce qu'est ce jeu, parce que c'est super cool. C'est un tout nouveau jeu, comme il n'en a jamais joué auparavant. Un autre type apparaît, demandant s'il peut l'essayer, et l'homme dit « bien sûr », mais fais attention. C'est une bête, cette fille. Les deux s'assoient pour lancer leur match. D'autres aventuriers observent aussi le plateau, commençant à sérieusement faire monter l'engouement pour le jeu. En observant la scène, Taru pense qu'ils doivent maintenir cet élan. La stratégie du client APA a hameçonné les aventuriers, et de nombreuses ventes ont été organisées pour qu'ils puissent s'emparer de ce plateau immédiatement. Suite à cela, en seulement quelques heures, le magasin débordait de monde qui faisait la queue pour pouvoir jouer à ce jeu. La file d'attente s'allongeait même jusqu'à l'extérieur. Suivant le conseil de Léo pour éviter les plaintes agaçantes du seigneur, il fallait faire quelque chose. Pour promouvoir le jeu discrètement, des éditions limitées avaient déjà été envoyées en cadeau. Il avait aussi cédé les droits de distribution à des marchands travaillant avec la guilde des aventuriers. De plus, la cité de la faux est plutôt ennuyeuse, alors le jeu a vite pris auprès des enfants. Au même moment, le garçon réalise quelque chose. Voyant le chaos, il se demande ce qui se passe. Il a tendance à se jeter dans la folie. 2 personnes jouaient à une sorte de jeu, surtout celui du gars principal. Tout le monde était excité pour l'affrontement entre les deux seigneurs, et Taru pense que le signal était meilleur qu'il ne le croyait et que le fonctionnement de sa planche était une victoire majeure. La scène change, quelqu'un dit à Mob que les planches se vendent comme des petits pains et que les modèles bon marché comme les plus chers partent à toute vitesse. Le garçon dit que c'est génial, mais il a laissé toutes les affaires commerciales à la guilde, donc il devrait discuter avec eux. L'homme dit qu'il comprend et puis, content, il commence à rebondir. Mob demande si Taru était informé de tout cela. Il répond qu'il a déjà abordé la question de l'augmentation de la production avec le chef de guilde. Mob, à son tour, déclare qu'il a bien compris.
Les choses allant si bien, il pourrait concourir dans la grande ville avec son équipe et, pour cette raison, il lui doit une fière chandelle. Au moment de partir, les deux se disent au revoir. 15 jours s'écoulent rapidement et l'escouade de l'épée d'argent a réussi toutes les missions de haut niveau à saisie, obtenant ainsi la promotion au rang B. La scène se déplace vers Taru, qui se repose en compagnie de Léo. Cet homme gardait constamment un œil attentif sur notre héros. Le personnage principal semble être préoccupé par quelque chose d'important. Cet individu ne cessait de le fixer avec insistance et intensité. Au milieu de tout ça, Taru trouve qu'il a l'air super grincheux. Peu de temps après, le fou frappe la table. Taru n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. Léo dit que c'est bien que des aventuriers d'autres endroits arrivent, mais leur comportement est déplorable. Ils causent des problèmes avec les habitants, ce qui nuit à la réputation de la guilde, et leurs principaux aventuriers sont de rang C. Pour résumer, par rapport à l'escouade de mobs, ils ont beaucoup de choses à améliorer. La sécurité intérieure se dégrade et ils ont demandé davantage de troupes au seigneur féodal, mais cela ne suffit toujours pas. Au lieu de cela, ils sont envoyés pour s'occuper des bandits et maintenir la criminalité sous contrôle. Pendant ce temps, Taru pense que les plaintes de Léo sont interminables. Le pauvre était vraiment très abattu. Alors, Léo explique que la commission du jeu que Taru a créée est ce qui les maintient à flot. Mais il y a tout de même un accroc. Une importante commande est attendue de la capitale, d'après les marchands, et ils désirent également 10 de ces planches en édition limitée. Taru est sous le choc, disant que ce n'est pas une surprise car la capitale est d'un tout autre niveau. Léo ajoute qu'en plus de cela, ils veulent qu'il parte avec la caravane marchande, laissant le garçon encore plus bouleversé par ce qu'il a entendu. Le chef de la guilde dit qu'ils veulent qu'il reste là-bas pendant 1 mois en tant qu'instructeur de jeu. Mais Taru répond que les règles sont vraiment très simples, et, étant un enfant, il ne peut pas faire ça. Cependant, Léo affirme que s'ils insistent, il n'y aura aucun moyen d'y échapper, car il n'apprécie peut-être pas de se faire remarquer, mais personne dans la capitale ne le connaît. En plus, ce n'est pas une mauvaise chose d'aller visiter la capitale pendant qu'il est encore jeune. Avec tout ça, le garçon ne semble pas avoir vraiment beaucoup d'options. Changeant de sujet, Léo annonce qu'il est promu au rang E à partir de ce jour même. Puis il se lève, affirmant qu'il doit absolument monter de niveau pour maintenir l'équilibre de la guilde, sans mentir. Et honnêtement, c'est une victoire majeure pour le gamin. En voyant la scène, Taru ne sait pas s'il doit être à fond ou quoi. Alors qu'il part, Léo lui dit « Je te laisse le reste jusqu'au grand jour ». Changement de scène. Boum. Notre héros est toujours à sa besogne de cueillette d'herbe. Sans oublier la corvée de préparer toutes ses planches. Ah, enfin, la nuit tombe. La scène bascule vers la salle des aventuriers. Certains jouent encore avec acharnement. Au Moyen-Âge, ce genre de choses est apparemment très populaire. Taru s'active toujours à l'intérieur de la salle. Des aventuriers aperçoivent l'enfant qui prend des papiers, choqués. Comme « Quoi ? Même des enfants travaillent ici ?» Il examine les missions comme un professionnel, se demandant depuis quand la guilde faisait du babysitting. Pendant ce temps, Taru se dit que ces types sont les aventuriers malpolis dont Léo l'avait mis en garde. Ces gars, en plus d'être bruyants, sont un véritable cirque. Une rousse dit qu'avoir un gamin comme lui leur donne une mauvaise image. Mais soudain, quelqu'un frappe violemment la table. C'est le type au bandeau, qui ne supporte plus le vacarme et qui s'avance vers le figurant, affirmant que le gamin qu'il dénigre était un aventurier de premier ordre, de rang E, tout comme eux. En entendant cela, d'autres joueurs de la guilde le soutiennent. Le gamin fait « Un garçon de rang E ? C'est fou ». Mais l'autre, lui, répond « C'est la vérité ». Franchement, il ne sait pas comment c'était d'où il venait, mais ici, les aventuriers sont d'un tout autre niveau. Même les enfants les surpassent. En entendant cela, certains aventuriers admettent qu'ils n'avaient pas besoin d'être si durs. Pendant ce temps, 2 autres aventuriers regardent le chaos se dérouler. Ils s'excusent du drame, un peu gênés. Taru pense que Léo et l'instructeur Das sont de rang A. Puis quelqu'un l'appelle. Un groupe d'aventuriers vérifie s'il va bien, disant « Ne t'en fais pas, tu es une légende ». Taru les remercie, disant que ça ne l'a pas ébranlé. Les aventuriers sont soulagés. Taru accorde une grande importance à ses liens, profondément reconnaissant envers son escouade. Une journée s'écoule après le chaos. La scène nous ramène à la guilde des aventuriers. Taru examine les missions affichées sur le tableau. La guilde est bondée, comme à son habitude. Nae distribue des missions aux différents aventuriers. En regardant, la fille est intriguée. Pendant ce temps, un type s'approche du tableau des quêtes. Le héros reste silencieux. Le type s'approche furtivement, lui demandant ce qu'il fait. Il était parti de chez lui, sans prévenir. Avec le recul, le gamin était terrifié. Un homme le surveillait. Le type exige une réponse rapide, lui intimant de ne pas le fuir. Sur le point de frapper le protagoniste, le gamin active ses compétences, esquivant le coup tel un ninja. En quelques secondes, il a disparu. L'homme est complètement perdu, ne comprenant pas ce qui vient de se passer, demandant à voix haute qui a bien pu le laisser esquiver ce coup de poing. Le protagoniste, lui, reste muet. L'homme se jette à nouveau à l'attaque. Taru esquive, réapparaissant devant lui. Guy trébuche, s'étale face contre terre comme un clown. Nae apparaît, déconcerté par le chaos. Des aventuriers débarquent, rappelant qu'ici la violence est proscrite. Mais l'homme est toujours furieux, demandant où Taru vit maintenant, disant qu'il doit faire ses valises et rentrer chez lui. Taru, il est catégorique. Non, je ne reviendrai pas. Le type est furieux, demandant à qui il pense parler. Il rate encore un coup.
Dans ce pétrin, Taru pense que le gars n'a pas changé d'un poil. Franchement, il veut le frapper, mais la violence est interdite dans la guilde. Il suggère de parler dehors, loin de la foule. En partant, Nae s'inquiète si le gamin va bien. Scène suivante, devant la guilde, un homme demande l'argent du mithril, disant que tout devrait revenir à son père. Taru pense, comme on pouvait s'y attendre, la rumeur a couru dans le village et il s'agit d'une somme d'argent considérable. Guy, après l'avoir complètement ignoré pendant des années, veut maintenant jouer au père, affirmant qu'il n'a pas un sou pour lui. Pourtant, cet homme ne lâche rien. Taru se demande quand il réalisera que tout cela est parfaitement inutile. Et son père lui lance « Comment peux-tu oublier tout ce que j'ai fait pour toi ?» Mais le gamin répond « Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir été malmené tous les jours. » Le père essaie de se justifier, disant qu'il lui apprenait juste la discipline. Puis des types arrivent, demandant si a déjà l'argent de son fils. En voyant ça, le héros se dit « C'est le moment d'appeler Taru ?» Son père leur doit de l'argent et ils sont dans le pétrin s'ils ne paient pas. Voyant l'ampleur du désordre, Taru comprend qu'ils attendent de lui qu'il rembourse les dettes de son père et l'homme déclare « Je paie immédiatement ». Changeant de ton, Taru demande « Avez-vous le contrat de prêt ?» Le type balafré répond « Oui, je l'ai juste ici, brandissant le contrat de la dette. » Mais Taru lui dit « Non, ce n'est absolument pas un contrat, c'est juste une note de ton patron pour qu'il puisse empocher le plus d'argent possible. » En clair, pas de contrat, pas de salaire, et il ne considère même pas cet homme comme son père, donc doublement pas de salaire. En entendant cela, son père est furieux, le traitant de menteur. À ce moment-là, quelqu'un d'autre surgit, disant que c'est impoli de faire une scène devant les autres clients. Si vous cherchez des ennuis avec Taru, toute la ville va vous tomber dessus, alors il ferait mieux de se calmer s'ils veulent rester en sécurité. Un autre gars intervient, disant que Taru a été super généreux, donnant même l'argent restant à l'orphelinat. Tout cela était attendu de l'ex-aventurier et hôte. Juste après, le figurant commence à s'agiter, mais Taru lui dit « Attends une seconde ». Scarface réplique « Quoi encore? Si tu ne paies pas, laisse-nous tranquille ». Taru répond « Même si tout est fini entre nous, je tiens à m'excuser pour le désordre causé par mon père ». Il lui tend une pièce d'or en disant « Garde-la ». Scarface est complètement déconcerté par ce geste inattendu. Pas de temps à perdre, ils sont déjà partis. Le personnage principal a déjà tout réglé, s'excusant pour le drame. Pendant ce temps, un homme barbu sirote une bière. Scène suivante, nous sommes ailleurs et Taru s'occupe de ses herbes. Quelqu'un rôde derrière lui. Il se demande pourquoi les ennuis arrivent toujours. Le type fait son apparition. Taru est prêt à toute éventualité. Son épée jaillit en un éclair. La scène remonte un peu. Taru avait aperçu une ombre près d'un arbre. Le type lorgne son épée, pensant que c'est un Angus spécial. Sans perdre de temps, le gars charge, exigeant l'épée. Taru se dit « On y va encore ». En quelques secondes, il crée un cercle magique. Une capacité entoure tout, l'utilisant pour s'échapper rapidement. Mais surprise, le gars le coince, lui disant qu'il n'est pas digne de l'épée, lui ordonnant de déguerpir. Taru se met à crier à l'aide, car quelqu'un en a après son épée. Quelques aventuriers des environs entendent le vacarme. Agacé par le bruit, ils se dirigent vers lui, demandant ce qui se passe. Alors l'homme barbu décoche une flèche, mais Taru est prêt. Il riposte en quelques secondes. Les aventuriers arrivent enfin, vérifiant si Taru va bien. Notre héros pense qu'il peut enfin poursuivre sa mission. La scène se déplace à la guilde des aventuriers. Taru observe attentivement des piles de bois, disant qu'il doit absolument terminer les planches en édition limitée, bien décidé à fabriquer toutes les pièces, en y mettant tout son cœur et toute son attention. Et boum, c'est fait. 10 pièces au total, 10 planches en édition limitée sont complètes. Il est ravi de son travail, mais même avec son talent, produire autant de planches si vite est épuisant. Pourtant, avec une précision remarquable, il fabrique des pièces identiques, un savoir-faire qu'il a perfectionné jusque dans les moindres détails. Évidemment, sans une bonne dose de créativité et de talent, on ne peut pas créer de choses vraiment géniales. C'est la raison pour laquelle il a mis tout son cœur en cours d'art pour parvenir à ce résultat. Plus tard, il joue à ce jeu avec un aventurier. Un autre gars arrive, demandant comment va Taru et s'il pense pouvoir y arriver. Il veut savoir combien de planches il a terminé. Notre héros dit « J'en ai enfin fait 10 », laissant Paolo choqué, s'attendant à ce qu'il en finisse au moins 6 selon le contrat. Mais il termine le contrat et, changeant de sujet, demande s'il veut l'accompagner. Puis un autre type surgit, lui disant de ne pas lui piquer son meilleur joueur. Mais Paolo insiste, les talents de Taru pourraient lui rapporter bien plus d'argent que ce qu'il gagne actuellement. Cependant, le chef de la guilde prévient que si Taru s'en va, il coupera les ponts avec son commerce. Réalisant que c'est le chef de la guilde, Paolo fait marche arrière, disant qu'il plaisantait. Léo dit qu'il va essayer de croire cette histoire. Alors Taru demande s'il y a des informations sur le voyage à la capitale. Alors Léo interroge Paolo pour savoir avec qui Taru va s'entraîner. Le type mentionne que cette personne semble être un noble, suggérant qu'il se trouve de nouveaux vêtements tant qu'il est encore temps et qu'il rencontre un tailleur de renom. En entendant cela, Taru est complètement sidéré, pensant que la situation devient vraiment folle, se demandant si tout va bien se passer. La scène bascule à l'extérieur de la guilde, et Léo dit qu'il vaut mieux partir tôt car la nuit est louche. Pas seulement des monstres, mais aussi des rumeurs de bandits, demandant à Taru ce qui se passe et pourquoi il n'arbore pas sa nouvelle tenue. Nae, de son côté, demande s'il a eu de nouveaux vêtements et pourquoi il n'a rien dit plus tôt, car elle voulait les voir.
Taru dit que ce sont des vêtements élégants pour rencontrer les nobles, pas pour un voyage sur la route. Avec cela, tous les préparatifs de voyage sont terminés. Le personnage principal monte dans un carrosse, disant qu'il s'en va. Nae lui souhaite un bon voyage. Sur ce, ils partent enfin pour une autre ville. Taru pense que le voyage se déroule sans le moindre accroc. L'autoroute est d'une grande aide avec tout le trafic et des troupes sont postées à chaque aire de repos, donc c'est super sûr. En résumé, c'est le scénario fantastique habituel où le convoi de marchands est attaqué à mi-chemin qui se joue dans sa tête. Mais cela semble être une préoccupation totalement inutile. Il y a aussi le fait d'avoir un aventurier de rang C à ses côtés. Puis Taru dit que le gars qui vient dans leur direction a l'air plutôt louche. En fait, il semblait les jauger attentivement. La fille suppose que c'est peut-être un espion de bandit, avec une certaine compétence en évaluation. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas baisser leur garde. Quelque temps après, le décor change et nous voici à l'aire de repos. C'est alors qu'ils perçoivent soudainement un bruit étrange. Taru demande immédiatement ce qui a bien pu se produire et la jeune femme répond qu'elle a un très mauvais pressentiment, devinant que les bandits ont changé de cible pour s'en prendre au convoi qui les suit. D'après les soldats qui ont examiné les lieux du drame, les bandits se sont volatilisés sans laisser la moindre indication et le train a été entièrement détruit et ravagé. Avec cela, l'espoir qu'ils avaient de retrouver le convoi en bon état devenait absolument vain et inutile. Pour résumer, la réalité est une bête d'une grande cruauté. Un peu plus tard, la scène se transporte dans une calèche. Un fermier observait discrètement toute cette circulation. Puis la jeune fille interpelle le personnage principal, lui annonçant que la capitale est enfin en vue. Le garçon curieux jette un coup d'œil dehors, disant que la longueur du mur de la ville est époustouflante. Et l'autre gars dit que quand ils s'approcheront, la hauteur le stupéfiera aussi. Sur ce, ils atteignent enfin leur destination. En explorant les lieux, Taru dit qu'il a le trac. En se dirigeant vers cette porte massive, la fille rousse dit qu'il est bouche bée. La porte s'ouvre enfin, révélant l'énorme cité. Tout le monde dévisage la capitale. Taru a l'impression d'être dans un autre monde, avec des races qu'il n'avait jamais vues auparavant. Peu après, un homme leur dit qu'il se dirige directement vers le quartier général du marchand, leur proposant de les accompagner. Et Taru pense que c'est vrai, car il avait complètement perdu la notion du temps. Sur ce, le temps s'envole à nouveau. L'homme au chapeau dit qu'il informera la guilde des aventuriers de la mission et des bandits, juste au cas où. Et le marchand répond « Super », leur demandant de se retrouver là-bas le matin, 5 jours plus tard. Changeant de sujet, le jeune homme demande ce que les deux font, et la jeune femme répond qu'elle est la garde de Taru pour le moment, donc elle restera dans les parages. Observant de loin, Taru dit que les 5 archers semblent tout à fait à l'aise dans la capitale. Ils font souvent ce genre de mission, donc ce n'est pas un gros problème. Le garde du corps dit que ce n'est que le début, et d'ailleurs, l'endroit est immense. Alors s'ils se perdent, utilisez la tour du château impérial comme point de repère. À l'époque, elle a erré une demi-journée cherchant le QG de la guilde des aventuriers avant d'apercevoir cette tour bénie. En entendant cela, Taru se demande si elle est sérieuse ou si elle plaisante. La scène suivante montre un bâtiment. Taru inspecte les lieux, complètement sidéré, pensant que c'est la première fois qu'il a un logement aussi beau avec son nouveau corps. Il s'exclame « Tous les hôtels de ce monde sont-ils aussi huppés ?» Mais le garde du corps répond « Non, mon vieux, c'est juste pour toi. Mon endroit habituel coûte 1/5 de ça », laissant Taru bouche bée. Passant à autre chose, elle lui dit qu'il va être le tuteur pour le jeu d'un enfant noble, et s'il ne lui trouve pas un logement décent, ça va gâcher leur réputation. Taru demande « Est-ce que c'est quelque chose de similaire ?» La jeune femme répond « Probablement, oui ». Taru commence à s'agiter, mais Mina lui dit « Calme-toi, tu ne tiendras pas un mois si tu es constamment sur les nerfs ». Taru réplique « Si ce n'est qu'un mois, je peux revenir avec vous dans 5 jours ». La jeune femme est d'accord, lui disant qu'il devrait juste prendre un bain et se reposer un peu. Plus tard, le mec le fait vraiment. Le lendemain, Taru est debout, demandant à la fille si elle n'est pas du matin. Il se prépare pour le petit déjeuner, mais la bouffe est une vraie déception. Taru se dit qu'il s'est trop habitué à la bonne cuisine qu'il préparait avant. Il a envie de mieux manger. Mina, elle dit « Arrête de parler de ça, tu me fais rater tout ce qu'il y a de bien. » Changement de scène. Et maintenant, ils sont complètement ailleurs. Le vieux dit que la guilde des Orphi a un long chemin devant elle. Quand il a reçu le plateau de jeu que Paolo avait envoyé par un coursier rapide, il savait que ce serait un succès. Même ses propres enfants sont fans. Et il est certain que ça va cartonner dans la capitale, alors il en a fait la promotion auprès des nobles. Taru est super content d'entendre ça. Son professeur le sera sûrement aussi. Il est là pour apprendre de Moeb, l'inventeur, et ne peut pas se rater. Le vieux lui dit « Taru, tu as un talent fou pour créer des œuvres comme ces planches en édition limitée. » Impressionné par sa jeunesse et son talent. Mais Taru répond « Garde le secret, c'est moi qui ai fait ces planches. » Car Fish comprend et accepte de ne rien dire. Si la nouvelle se sait, les nobles l'assailliraient. Alors il offre une planche illimitée pour calmer le jeu. Taru pense « Pas d'occasion manquée. » Tort, Dory, it's somewhere die. Ce type est un vrai homme d'affaires, c'est comme une garantie de silence. Un autre jour passe et Taru est stupéfait de voir à quel point le paysage a changé. Paolo lui dit de se calmer, c'est sa première fois ici aussi et il est tout aussi secoué. Taru regarde autour de lui, pensant que le calme de la fille est super réconfortant. Elle dit « Je suis garde du corps, je dois rester calme. Don't enter inbounds. » Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Taru est surpris, se demandant si elle ne cherche pas à l'empêcher de paniquer. Finalement, la calèche s'arrête devant l'imposant manoir. Taru est curieux de savoir à qui appartient cet endroit. Ce doit être la résidence d'un noble de très haut rang. Et là, l'autre lui dit
Ce n'est pas la demeure du comte Elaino, c'est le manoir du duc Valera, le premier ministre du royaume. Taru est sidéré, réalisant qu'il a été convoqué par une personne extrêmement importante. Puis, une autre personne apparaît. Le majordome dit « Tout le monde est là, suivez-moi ». Ils entrent dans le manoir. Taru active une de ses compétences. En jetant un coup d'œil par la porte, il voit beaucoup de monde. Le majordome s'arrête, leur disant d'attendre près de la porte. L'équipe ressent le trac. Pendant qu'ils discutent, Taru pense que c'est une entrée de taille. De nulle part, son système affiche une condition spéciale remplie et il obtient l'inhibition de l'évaluation. Taru est choqué, réalisant que la voix du monde vient de se faire entendre. Il possède maintenant une autre compétence. En regardant autour de lui, il est émerveillé, pensant que toutes ces personnes semblent être d'un rang très élevé. Alors, imaginez ça. S'il a appris l'inhibition de l'évaluation, ça veut dire qu'il était jugé par tout un groupe de personnes d'un coup. Bref, il est super excité de tester cette nouvelle compétence qu'il vient de débloquer. Le gamin est curieux de savoir si ça marche vraiment. Et là, boum, quelqu'un apparaît dans le couloir, saluant le représentant du marchand de poissons aiguilles. Et oh, le jeune gars là, impossible de le manquer. Il savait que c'était un gamin, mais pas que le tuteur serait si petit. Et Taru, en observant le type, se demande si c'est le grand patron du pays. Il commence à scruter l'équipe. Puis on lui demande de faire équipe avec Taru. On dit que le jeune est le principal apprenti de l'inventeur de jeux de société et qu'il sera le tuteur du jour. Pour commencer, il va jouer 3 parties pour montrer ce qu'il sait faire. En entendant ça, Taru se dit « Ce type me teste ?» C'est un peu enfantin, non? Du point de vue du grand patron, il a demandé un tuteur et s'est retrouvé avec un gamin. Alors, ce n'est pas si étrange de se sentir un peu piégé. Sans autre option, le gamin se dit « Bon, jouons une bonne partie », pensant qu'il ferait mieux de prendre ça au sérieux. Et sur ce, il s'assit enfin pour lancer le match. Des gens regardent de loin, disant qu'il est plutôt poli pour un gamin du peuple. Pendant ce temps, Mina se dit que Taru doit montrer ses talents et le faire briller, se demandant si le gamin peut vraiment y arriver. Alors, Taru prend contact, disant au grand patron de faire son coup. Le match démarre. Personne ne veut perdre. Le grand patron reste calme, observant toute la partie. Un noble dit « L'apprenti d'élite n'est pas terrible ». Et l'autre fille répond que c'est parce que le boss est trop cheaté. Le temps passe, le jeu s'intensifie. La jeune femme dit que c'est incroyable car le meilleur apprenti a complètement changé la donne. Et l'autre noble dit « Le premier coup du grand chef était aussi flamboyant ». Sur ce, le premier match se termine et le vainqueur est notre héros. Le grand patron dit « Ben oui, évidemment, de la part du meilleur apprenti de l'inventeur du jeu, pas étonnant qu'il l'ait choisi comme tuteur. » Alors, il devrait recommencer et se lancer dans la deuxième manche. Lors de ce deuxième tour, la lutte est bien plus serrée qu'auparavant, mais notre héros décroche quand même la victoire. La fille est sous le choc, demandant si ce coup au début était un piège. Malgré tout, le grand patron n'abandonne pas, demandant de lancer le troisième match. Le gars commence à maîtriser les coups du personnage principal. Grâce à ça, il gagne en équilibre. Alors le troisième match se termine par un match nul. Peu après la rencontre, le héros est plein de gratitude. Et en observant la scène, il se demande s'il ne prend pas ce jeu trop au sérieux. Quelque temps passe et Taru se dit « Prendre les coins, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner », pensant que le reverse est génial et le meilleur pour s'amuser. Peu après, un marchand l'appelle, lui disant qu'il n'avait pas pu le dire avant, mais qu'il était vraiment impressionnant. Dans les 3 parties, il a pris une avance rapide, puis a renversé la situation à la fin. Et il a même réussi à faire match nul à la dernière partie tout en laissant le grand patron jouer davantage. Mais Taru dit qu'il le surestime beaucoup trop car le grand patron a appris des 2 parties et s'est adapté à la 3e, menant à une égalité, et il n'est pas certain de pouvoir gagner s'il rejouait. Ensuite, le gars appelle le personnage principal en s'excusant de l'avoir testé ainsi auparavant. Ce jeu, étant si simple, révèle vraiment le caractère du joueur, ce qui est super cool. Il n'a pas joué depuis des lustres, mais il est devenu trop sûr de lui et Taru lui a montré un grand écart de niveau, lui faisant réaliser sa propre gaffe. Mais Taru dit qu'il est très fort, surtout au 3e match, car sa résilience et sa capacité d'adaptation étaient vraiment impressionnantes. Et il n'est pas sûr de pouvoir gagner à nouveau. En entendant cela, le grand patron est content, le remerciant pour ses paroles. Changeant de sujet, il dit que la raison pour laquelle il l'a appelé là plutôt que le comte à l'anneau était pour quelque chose. En résumé, c'était pour l'évaluer pour quelqu'un d'autre, et Taru se demande s'il parle de ce qu'il a ressenti quand l'évaluation a commencé. Le grand patron dit qu'il a une compétence d'évaluation et de classement. Il fait alors confiance à son jugement des gens, mais il semble que le gamin ait une sorte d'immunité à tout cela. À ce moment-là, il a entrevu ses capacités un instant, mais elles ont disparu. L'instant d'après, ils semblaient plutôt normaux, et s'il ne se trompe pas, c'est la première fois que ça lui arrivait, et c'est vraiment époustouflant. En entendant cela, Taru hoche la tête, réalisant que sa nouvelle compétence non seulement bloque les évaluations, mais diffuse aussi de fausses informations. Puis le ministre lui demande s'il peut désactiver son blocage d'évaluation épique un instant, car il veut lui présenter quelqu'un et doit lui faire entièrement confiance pour cela. En entendant cela, Taru pense que le type est vraiment doué, en remarquant son habileté. Peut-être qu'il pourra glaner des astuces sur ses compétences techniques un peu désordonnées aussi s'il accepte de le faire.
Alors, il accepte de montrer ses capacités, mais seulement à lui. Pendant ce temps, le Premier ministre garde un œil sur notre héros. Le protagoniste, lui, pense que personne ne le regardait. Puis, il désactive enfin sa compétence pour masquer les évaluations, et le ministre, à son tour, est époustouflé par ce qu'il voit, disant que c'est incroyable car ses statistiques de base sont faibles, typiques pour un enfant de son niveau. Mais ils sont grandement améliorés par une compétence appelée précision, et il n'a jamais entendu parler des yeux de la vérité, mais c'est fou comme ça se lie à sa compétence d'évaluation. Il y a aussi la compétence de détection de présence, et pendant ce temps, Taru se sent totalement exposé. Le Premier ministre dit que ce qui est encore plus fou, c'est que même avec la compétence technologique brouillée, il a progressé dans de nombreuses professions. Normalement, monter de niveau devrait améliorer les stats, mais ce n'est pas le cas, et c'est pourquoi le cas de Taru est super mystérieux. En entendant cela, Taru est choqué, se demandant si ses compétences professionnelles avaient augmenté. Alors son travail acharné n'a pas été vain. Honnêtement, il aimerait plus de détails, mais il doit se calmer. Après tout, c'est le Premier ministre. Le gars dit que c'est étrange car il a déjà examiné cette compétence technique brouillée auparavant, mais il n'arrive pas à déterminer quelle est sa véritable compétence d'origine. Et Taru lui demande ce que cela signifie. Il dit que c'est une compétence qui nécessite une évaluation de classe S pour être identifiée. Et d'habitude, on peut deviner la compétence en se basant sur les tendances et la croissance des statistiques. Mais comme il l'a dit précédemment, ses compétences progressent dans de nombreuses professions, et cela dépasse ses capacités d'évaluation. Si l'on ne parlait que d'arts martiaux, des professions comme chevalier sacré ou héros pourraient avoir du sens, mais il a progressé dans des domaines tellement aléatoires, comme forgeron, charpentier et même en alchimie. En résumé, il n'a jamais entendu parler d'un tel schéma. En examinant la scène, Taru pense que même si le Premier ministre est probablement le meilleur évaluateur de la capitale, il n'arrive absolument pas à comprendre. Mais pas de panique, tes compétences progressent dans plein de domaines. Disons que l'univers t'a peut-être doté d'une capacité unique et que les seuls obstacles sont les conditions difficiles pour la révéler. Mais tu continueras toujours à te donner à fond et à rester serein. Alors, le Premier ministre dit qu'il semble avoir une capacité rare, donc rien de louche ne devrait se passer. Alors Taru se souvient que tout ce qui s'était produit était dû au fait que le Premier ministre avait promis de l'évaluer pour le compte de quelqu'un d'autre. Peu après, l'homme lui dit qu'il souhaite qu'il soit le tuteur de son Altesse et du prince une fois par semaine, et les autres jours, il veut qu'il enseigne aux nobles locaux. En entendant cela, Taru est complètement sidéré, car il était sur le point d'enseigner même à la royauté. Il pensait que cela devenait un passe-temps pour les nobles et que c'était juste amusant pour les gens ordinaires. Le Premier ministre lui dit de ne pas s'inquiéter, car il sera bien payé, mais Taru pense que ce n'est absolument pas le problème. Scène suivante, ils sont déjà sortis du château et se promènent en ville. Taru, en jetant un coup d'œil à sa garde du corps, pense qu'elle semble être d'une humeur excellente. Entourés par la noblesse, ils se font simplement dans le décor. Ensuite, Mina dit au garçon qu'il a fait du bon travail, et le protagoniste la remercie simplement. La jeune fille lui demande ensuite s'il va enseigner à un prince, et Taru ne sait pas si elle plaisante ou est sérieuse, disant qu'il préférerait oublier ça pour l'instant. La scène suivante passe à un autre endroit. Une servante salue le protagoniste, disant qu'elle va préparer son repas, et lui demandant s'il veut d'abord prendre un bain. À ces mots, Taru est surpris, pensant que c'est toujours un accueil chaleureux, mais il doit garder son calme. Il demande à Mina ce qu'elle veut faire, car il veut manger dans la chambre et se détendre, et la jeune fille dit que ça lui convient. Alors Taru demande à ce que ses repas soient servis directement dans sa chambre. La femme de chambre fait ce que le protagoniste a demandé, et Mina remarque que Taru a l'air d'un noble maintenant, ce à quoi il répond qu'il en est effectivement un. Dans la scène suivante, le repas est enfin prêt, et c'est une journée plutôt tranquille. Mina dit que, puisqu'il se dirige vers la capitale, elle aimerait savoir s'il y a quelque chose qu'il souhaite faire. Elle a un rendez-vous avec le prince demain, alors elle veut absolument se reposer aujourd'hui. Et Taru en déduit qu'il n'est pas question de se promener. Il lui demande « Tu voudrais explorer la capitale ?» Et elle répond « Ça me semble une excellente idée. » Changement de décor, Taru demande à Mina si elle a besoin de quoi que ce soit et elle répond « Je n'ai aucun projet. Fais-moi des suggestions. » Il se promène dans la capitale, regarde les boutiques et repère des trucs sympas. Elle dit « Il faut que j'achète des souvenirs pour ma famille et mon frère, mais on a le temps. » Taru fait « Attends, tu as un frère ?» Et elle fait « Oui, il a le même âge que toi. » En bref, c'est un grand fan. Il rêve toujours d'aventures comme Taru, surtout après ses spectacles de marionnettes. Il rejoue même la scène où Taru a esquivé une dette avec des pièces de cuivre, et Taru se dit « Cette histoire est-elle aussi devenue virale ?» Chaque fois qu'il y pense, il est mort de honte. Changeant de sujet, elle dit « Allons-y, nous sommes près d'un endroit où je veux aller. » Ils arrivent devant un magasin, et Taru s'exclame « Oh, c'est une boutique d'objets magiques. » À l'intérieur, il est époustouflé par toutes ces choses géniales. Il y a ce sac à dos épique qui attire son regard. Le vendeur dit « C'est un chef-d'œuvre du légendaire Jean, 10 pièces de platine. » Taru pense « Une pièce de platine, c'est comme 100 millions chez moi, mais ce sac à dos est génial. » Mina dit « Non, j'ai besoin d'un plus petit. » Et Taru demande « Tu vas l'acheter ?» Le vendeur dit « Compris, montez à l'étage pour en voir plus. » Là-haut, ils sont stupéfaits par tous les objets magiques. Le vendeur observe, les suppliant de ne pas tripoter les artefacts. Le temps passe vite et Taru demande. On rentre à la maison, ils finissent par partir et Taru dit « Tu as été audacieuse » et elle répond « Tu as adoré la deuxième moitié ». Le temps file après tout ce chaos. Le personnage principal sort d'un carrosse, lève les yeux et s'exclame « Wow ! Il est enfin temps d'enseigner leur jeu épique à la famille royale. »
Quelqu'un leur dit « Vous êtes là », accueillant l'équipe. Taru est toujours aussi confus. Il pensait avoir toutes les infos sur le château, mais le traitement VIP l'a complètement déstabilisé. Alors, le type fait « Suivez-moi ». Les grilles s'ouvrent, et à l'intérieur, il y a des chevaliers partout. Le noble dit « Votre équipe peut patienter dans la salle d'attente ». Donc, seul le personnage principal l'accompagne, et le type fait « Continuez d'avancer ». Taru est maintenant devant une porte. Pour lui, il n'y a plus de retour en arrière possible. Alors il se laisse simplement porter par les événements. Et là, il dit « Je suis ici pour vous apprendre le jeu épique ». Les portes s'ouvrent, révélant le 5e prince. Grip. Taru se dit « Avec de telles oreilles, c'est bien un elfe, mais pas du tout comme je l'avais imaginé ». Le prince, lui, s'exclame « Oh là là, Taru n'est qu'un enfant » et se demande s'il peut vraiment lui enseigner quoi que ce soit. Taru rétorque « Je suis le meilleur disciple de Mob, mes compétences sont au top ». Le prince lui dit « Tu as l'air plus jeune que moi » et Taru pense qu'il le juge sur son apparence, essayant de le provoquer. Le prince change de ton et dit « Commençons la leçon ». Le garçon est à fond. Enfin, il se plonge dans le jeu. Le prince est sidéré par l'action. Taru se dit que le démolir serait brutal, mais après tout, ce n'est qu'un gamin. En gros, il domine. Évidemment, le prince n'est pas content, alors il renverse le plateau de jeu. Le prince s'exclame « Tu es trop fort, je ne perds jamais. Quel est ton secret ?» Taru se dit « Pas de triche ici, mais je ne peux pas le faire pleurer. » Il dit qu'il va lui apprendre, mais d'abord qu'il se calme. Pour faire court, ce jeu regorge de nombreuses astuces, demandant s'il est prêt pour un entraînement intensif, car il va lui enseigner les mouvements inversés ultimes. Plus tard, Taru continue d'entraîner le prince qui lui demande s'il a déjà utilisé ce coup sur le Premier ministre. Il veut aussi le remercier, car Taru est un professeur vraiment légitime. En entendant cela, Taru fut secoué. Le prince s'exclame « Je n'arrive pas à croire avoir battu le Premier ministre au début, mais maintenant je comprends, ces ruses sont folles. » Taru observe, pensant qu'il n'avait peut-être pas retenu ses coups contre le prince, et que ce type n'a aucune pitié, même avec des enfants. Puis, le prince rappelle Taru. Il dit « Je veux battre le Premier ministre. Apprends-moi tes méthodes. » Et notre héros répond « Carrément, on y va. » Au début, il pensait que ça allait échouer, mais il s'est avéré que le jeune avait un sacré niveau. Alors, ils ont démarré cette formation inversée, qui devait être hebdomadaire, mais qui est rapidement passée à 3 fois par semaine. Grâce à l'aide de Taru, le prince progresse vite et, comme par magie, le temps s'envole. Un majordome entre, l'air contrit, demandant si le véhicule dehors est bien le carrosse royal. Taru fait « Hein ?» Totalement perplexe, le majordome n'en dit pas plus. Puis, soudain, il sursaute. À genoux, il dit « Désolé pour tout », suppliant d'améliorer la suite en suite présidentielle royale de luxe. Il aura droit aux repas les plus raffinés, plus une foule d'avantages. Il pourra aussi faire des choses géniales, comme du saut à l'élastique dans la vallée et une excursion dans la jungle, avec des animaux rares. Il peut le solliciter pour absolument tout ce dont il a besoin. En entendant cela, Taru se sent vraiment mal à l'aise, jugeant ce traitement VIP bien trop excessif et très inconfortable. Scène suivante, nous sommes ailleurs, et Mina raconte que Taru leur a fait échanger leur place. L'hôtesse a l'air un peu déçue, et notre héros dit « Je me sens mal, mais je ne pouvais vraiment pas refuser cette offre ». Dans la scène suivante, ce type d'avant réapparaît. Taru dit « Je suis désolé de t'avoir demandé d'aménager un endroit près du château, Ike. Ça a dû être difficile. » Mais le type répond « Rien de grave. Tu es important pour enseigner au prince et les marchands de Garfish ont tout arrangé. » En entendant cela, Taru pense que Seb a des compétences incroyables, remerciant l'homme pour tout ce qu'il a fait. Mais notre héros a alors une illumination. Un silence gênant s'installe soudainement. Il ne cesse de se regarder fixement. Le type dit « Je ne me souviens pas de t'avoir révélé mon nom auparavant. » Et le jeune homme s'exclame « Attends, Seb est-il vraiment ton nom ?» Plus tard, la scène se déplace vers une autre partie inversée. Le prince prend en quelque sorte sa revanche contre le Premier ministre. De nombreux nobles observent cet affrontement épique. Le Premier ministre regarde attentivement toute la partie, puis il esquisse un sourire. Le jeune prince garde son sang-froid. Puis le Premier ministre lâche « J'abandonne ». Alors le prince gagne, et toute cette préparation a vraiment payé. Plus tard, le trio discute après le match. Le ministre s'exclame « Grâce à l'aide de Taru le mois dernier, le prince est devenu tellement plus fort. » Karen Parnell. Le prince fait « C'est tout à fait ça. Tout cela grâce à notre héros. » Puis, changeant de sujet, il lui demande s'il peut l'appeler par son prénom. Taru répond « Bien sûr, votre Altesse. » Et le prince lui dit « Appelle-moi Fly. » S'inclinant, notre héros répond « Compris. » Fly lui dit « Ne m'appelle plus Prince. » Et le garçon répond « Ça risque d'être un peu difficile. » À ce moment-là, le système apparaît pour Taru, et il obtient une nouvelle compétence, la magie spirituelle. Il reçoit aussi la compétence d'autorité pour s'être lié d'amitié avec la royauté. Et Taru se dit qu'il vient d'acquérir 2 nouvelles compétences d'un coup. Alors le ministre dit « On peut discuter un instant ?»
Il s'agit de l'enquête sur la compétence de texte déformée dont ils ont parlé plus tôt. Le temps file et le poste de tuteur de Taru dans la capitale se termine. Il est donc libéré de ses journées de jeu intenses et il peut enfin se détendre un peu. Mais quand même, dans ce monde, la magie spirituelle est la compétence ultime à posséder. De plus, sa magie de feu est aussi minuscule qu'un briquet. Sa magie d'eau est juste suffisante pour ne pas s'inquiéter de l'eau potable. Ils sont tous juste au niveau de la magie de vie, mais d'un autre côté, il ne peut utiliser que la magie de purification. Il pense que s'il continue d'utiliser ses compétences, il montera peut-être de niveau, mais la vraie question, c'est sa compétence d'autorité, et il se demande si elle est bonne pour un gars ordinaire comme lui. Il a même fait pleurer un enfant royal l'autre jour, et puis quelqu'un demande à voir le garçon. Son garde du corps lui demande « Es-tu prêt ?» Et le garçon répond « Oui, allons acheter tous les souvenirs. » Le temps passe, et Seb remercie Taru pour tout, et c'est un grand merci du prince Flui et du premier ministre. Un sac de pièces à la main, Taru chuchote que ça lui semble un peu léger, mais la jeune fille lui répond « Je n'en sais absolument rien. » Alors Seb intervient. Le prince trouve étrange de remercier avec de l'argent, mais bon, prends-le quand même. Ils sont tous les deux stupéfaits car ils viennent de recevoir 20 pièces de platine. Quelque temps après, le garçon est de retour dans la boutique d'artefacts d'avant. Il entre tranquillement et le préposé lui dit « Bienvenue de retour ». Mais le duo dégage des ondes totalement différentes maintenant. Le préposé pense « Sont-ils là pour semer le chaos à nouveau ?» Mais notre personnage principal s'écarte et dit qu'il veut s'emparer du sac à dos. Le préposé lui dit « Rappelez-vous, c'est 10 pièces de platine. » Taru sort son sac, plein d'assurance. « Je l'achète, c'est sûr. » Le préposé jette un coup d'œil. L'autre bête fait « Je gère. » Il prend la clé, commence à débloquer, pensant que les gens promettent d'acheter, puis tente de le dérober après avoir annulé la magie. Peut-être que ces types sont pareils. Mais Taru fait « Non, voici la pièce. Je paie maintenant. » Les préposés sont sidérés. Comment un gamin a-t-il pu avoir tout ce fric? Le héros dit alors « Je voudrais aussi ce petit sac de rangement magique. Puis-je avoir une réduction ?» Mina répond « Je n'avais absolument pas l'intention d'acheter ça. » Mais Taru insiste. C'est un bonus tout à fait spécial. Elle dit « C'est une pièce de platine. Tenzi Hammer. » Et Titans, je ne peux pas l'accepter. Mais Taru lui dit « Allez, tu as travaillé dur avec moi pendant un mois. Laisse-moi te l'offrir. » Mina n'a pas le choix, le remercie et l'accepte comme sa récompense, sans faire d'histoire. À ce moment-là, le système annonce « Félicitations, tu as obtenu la compétence de stockage magique. » Le jeune homme soupire et Mina s'exclame « Peut-être n'aurions-nous pas dû accepter cela. » Mais le héros rétorque « Non, ce n'est pas ça. Je viens d'acquérir la compétence de stockage magique grâce à la voix du monde. Ce qui, honnêtement, est extrêmement pratique, mais il aurait vraiment dû l'obtenir avant d'acheter ce sac. » Plus tard, ils sont sortis du magasin, se promenant tranquillement dans les rues de la capitale. Maintenant, Taru a une réserve magique. Il est parti faire les magasins jusqu'à ce qu'il n'ait plus un sou. En fait, il écume toutes les boutiques et c'est toutes sortes de choses. Le gamin claque son argent. Plus tard, Mina demande « N'avons-nous pas trop dépensé ?» Et le garçon répond « C'est une virée shopping unique dans une vie. Mais bon, c'est tout ce dont il a besoin. » Puis, quelqu'un interpelle le garçon, disant qu'il ressent des ondes d'un autre monde émanant de lui. Notre héros est complètement abasourdi par cela. Le temps passe vite et il est enfin temps de retourner à Sight. Il y a beaucoup de choses à méditer maintenant qu'ils sont sur le chemin du retour. De plus, il y a ce que Gurfish a mentionné plus tôt. Il a parlé d'établir une base de fabrication pour ce jeu dans la capitale royale également. Honnêtement, c'est tentant, mais les ventes de Sight représentent aussi un enjeu majeur. Il pourrait fabriquer un plateau de jeux de luxe en édition limitée dans la capitale avec les meilleurs artisans sur place. Le gars dit « Oui, les nobles de la capitale voudraient absolument des éditions limitées. » C'est donc conclu et il est super motivé à travailler avec Taru. Scène suivante, le gars demande s'il est sûr de prendre cet objet de valeur. Taru pense que son garde du corps a refusé, préférant l'offrir à prix réduit pour l'avoir protégé durant ce voyage. Le gars répond « Je l'avais repéré, mais 60% de réduction, c'est énorme. 30% me suffirait. » Mais Taru dit « C'est bon. J'espère seulement entretenir une bonne relation avec toi, Mob et le développeur. » Sur ces mots, il quitte enfin la capitale et le vieil homme se dit que les protagonistes n'ont absolument aucune avidité. Pendant ce temps, le garçon espère que c'était un remerciement décent, et le marchand dit « Les ventes inversées seront toujours entre les mains expertes de Gurfish. » En entendant cela, notre héros dit « Merci, c'était génial de travailler avec vous aussi. » Cela a semblé un long voyage, mais c'était très court. C'est donc un adieu à la capitale. Il se demande comment tout le monde va à Sith et a hâte de les revoir. Changement de scène, le voyageur s'exclame « Le rangement magique est incroyable car il contient toutes ces marchandises dans un minuscule sac. Cela a permis de réduire les frais de transport. » Pendant ce temps, Taru se remémore son voyage, disant qu'il vit sa vie de rêve dans un autre monde, ou, du moins, c'est le plan. Les paroles de cette femme le tracassent toujours. Puis, sa garde du corps lui dit « Hé, ressaisis-toi, mec, des bandits sont de retour sur les routes. » Taru demande « Ce sont les mêmes bandits que ceux qu'on a croisés la dernière fois ?» Elle répond « Je ne suis pas sûr. » Et le détail était un peu flou, mais il s'est avéré que ce n'était rien de grave. Et notre héros a lancé « C'est parce que j'ai l'air si féroce, n'est-ce pas ?» Puis Mina a dit « Je dois aller à la Galde. À plus. » En saluant toute la bande. Juste après, le mec dit « Parlons de ces planches inversées en édition limitée au bureau. » Puis, Ni apparaît, toute excitée de le voir, lui posant 1000 questions. Mais Taru lui dit « Calme-toi, je te raconterai tout quand on sera de retour à la guilde. »
La fille répond « Cool, je me suis un peu emballé. » Mais elle est contente qu'il aille bien. Alors, elle s'en va. Le garçon pense « Rien n'a changé à Sightsee, ma ville préférée. » Et oui, son retour fut un échec cuisant. Les planches en édition limitée avec les artisans de la capitale, mais Paolo lui dit « Taru, crée ton propre chef-d'œuvre, mais fais-le discrètement sous un faux nom. Des 5 pièces originales, 3 sont allées au prince Flui et au ministre, les 2 autres à Garfish. » Ils ignoraient que ce seraient les légendaires planches inversées. Le temps passe vite et nous revoilà à la guilde. Taru choisit sa prochaine mission, se dirigeant droit vers le comptoir. La fille lui dit « C'est une mission d'extermination de gobelins. » De plus, le garçon a enfin atteint le rang A. Se sentant gonflé à bloc, notre héros s'exclame « Carrément !» Ney lui demande « Tu es sûr que partir en solo, c'est une bonne idée ?» Mais il répond « Un peu nerveux, mais il faut bien s'y habituer. » Ney hoche la tête. « Compris, mais n'en fais pas trop. » Changement de scène vers la forêt, et Taru pense « Cet endroit est vraiment effrayant. Avant, il fuyait tout le temps, mais maintenant, c'est une toute autre histoire. » Ensuite, il active sa compétence de détection de présence. Au plus profond des bois, il aperçoit 2 gobelins. Le garçon est en mouvement. Dans un arbre, il se dit « Seulement 2 ?» Une attaque surprise, c'est un jeu d'enfant. Visant avec son arc et sa flèche, il décoche le premier tir, atteignant un monstre en plein cœur. En quelques secondes, le jeune homme dégaine son épée, chargeant le dernier monstre. Il le terrasse comme un chef. Taru se sent vraiment bien. Mission accomplie. Mais attendez, d'autres monstres apparaissent. Scène suivante, Taru a déjà éliminé tous les gobelins, récoltant le butin. Mission accomplie, n'est-ce pas? Mais ensuite, il entend un bruit derrière lui. D'autres gobelins surgissent, lançant une véritable rafale d'attaques. Il prend un coup, tombe à terre, se sentant étourdi, pensant qu'il n'est pas prêt pour cette prestation solo, se demandant s'il devrait abandonner, mais il doit y avoir une autre solution. C'est kit ou double. Pas le temps de réfléchir. Soudain, une écriture mystérieuse apparaît sur son front. Il utilise alors une compétence. De nulle part, les gobelins se figent, l'épée à la main, complètement immobile. Taru voit sa chance. Il abat rapidement les créatures. Avec son arc, il vise et élimine le plus éloigné d'entre eux. Notre héros est soulagé, disant que s'il n'avait pas retrouvé sa compétence d'autorité, il aurait été fichu, mais il a réussi à s'en sortir seul. Scène suivante, le jeune homme est de retour à la guilde. Ney demande « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tout amoché. » Puis, de nulle part, il s'évanouit. Ney lui demande « Tu t'es fait mal? » Mais bon, c'est génial qu'il soit sain et sauf. Et la mission est accomplie. Ensuite, Léo apparaît, disant « Taru a vraiment tout déchiré. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de choses. Peut-être que ses compétences sont vraiment épiques. » Taru répond « C'est juste de la chance. En combat, il n'est encore qu'un aventurier débutant. » Léo reste silencieux un instant, puis il déclare « Parfois, la chance est ce qui fait progresser les aventuriers. C'est l'essentiel. » Changeant de sujet, Ney dit « J'ai une nouvelle lettre pour toi. » Taru la prend et voit qu'elle vient du comte de Sas. On passe au manoir du comte. Le gars devant lui « C'est bien toi, Taru ?» Le jeune homme s'incline. C'est bien moi. Il trouve ce type sérieux et il ne sent pas cette situation. Et le gars fait « Il n'y a qu'une raison à ta présence. Je te veux comme mentor inversé. » Parmi les gens importants de la capitale, tout le monde connaît ce type. Il est célèbre pour être un maître inversé, quoi que cela signifie. Il est aussi très proche du 5e prince et du ministre, vivant dans leur quartier. Alors il s'est dit « Pourquoi ne pas le rencontrer en personne ?» Il espère que le gars voudra être son entraîneur de jeu. Taru est à fond, pensant qu'il vaut mieux se lancer et éviter tout drame. Le temps passe vite et maintenant notre héros lui apprend les bases, pensant que c'est un excellent début. Tout est tranquille pour l'instant. Scène suivante, boum, de l'action dans la salle de guilde. Léo est en train de rassembler tous les aventuriers. Taru est également présent, intrigué par tout ce remue-ménage. Ney révèle alors la nouvelle. Une mission importante est arrivée de la capitale pour toutes les guildes. Notre héros réagit. Ça a l'air vraiment sérieux. C'est quoi le topo? La fille dit que c'est une mission pour arrêter des bandits de grand chemin. Taru se demande si ce sont les mêmes que ceux de leur voyage vers la capitale. Bientôt, le chef de la guilde appelle notre héros, disant que leur guilde participe à la mission d'arrestation des bandits. D'abord, des équipes d'escorte partent par groupe de 3. L'escouade salue notre héros. Taru lui rend son salut. Il pense que c'est une équipe temporaire, mais il a toujours voulu ça. Le gars derrière demande si Taru a la détection de présence, et il répond « Oui, mais comment tu savais ?» Il faut donc qu'ils fassent une séance de stratégie. Ils recueilleront des informations en visitant les villages où des bandits ont été repérés. En utilisant un bagou élégant et une détection de présence subtile, une fois qu'ils auront localisé l'endroit, mission accomplie. Il utilisera aussi ses talents de reconnaissance pour repérer leur base, et juste comme ça, la séance de stratégie se déroule sans accroc. Ils se déploient demain matin, leur première mission en équipe. Allons-y. 3 jours plus tard, c'est une nuit pluvieuse et quelqu'un ordonne à l'escouade de s'arrêter, demandant qui ils sont. Le gars à capuche dit qu'ils se sont perdus en chassant des monstres, demandant s'ils peuvent s'abriter de la pluie. Taru est là aussi, chuchotant. Ils sont super prudents. L'autre gars dit « Nous ne profiterons pas, nous pouvons payer », mais il n'a pas l'air très sûr de lui. Pourtant, il donne son accord. Mais ils doivent rester au bord du hangar. Pas d'entrée dans le village. Un autre individu surgit, demandant qui sont ces gens et les avertissant de ne pas tenter la moindre chose suspecte. En entendant cette voix, le héros est stupéfait et se dit « Ce n'est pas possible, car c'est son propre père. » Quoi? Il se demande pourquoi son père amène des étrangers dans ce village si louche. Il a une mauvaise impression de tout ça, puis il dit à son équipe que son père est là. L'autre gars demande « Celui qui a été un salaud avec toi ?» Taru, capuche relevée, répond « Oui,
Pendant ce temps, le père observe le groupe. Son ami dit que le village semble louche, et l'autre gars dit « On se tire d'ici pour l'instant ». Alors le gars dit « La pluie ne s'arrête pas. Il est temps de s'arrêter pour aujourd'hui. C'est trop risqué avec les monstres la nuit. » Il demande une ristourne sur le coût de l'hébergement. Seulement 3 pièces d'argent, marché conclu. En entendant cela, le garçon se dit « Il faut absolument négocier ». Il se passe beaucoup de choses, et l'ambiance du village avec le père de Taru en fait partie. Cela confirme que le village est bien le repère des bandits. Le gars aux cheveux bruns craint qu'on les prenne à négocier le prix de l'abri. Être généreux les garde contents et discrets. En entendant cela, les deux sont secoués, et Taru pense que le type est un pro de la négociation. Changement de scène, une calèche, l'équipage du héros est proche, son ami dit que son talent a attiré des ennemis, et qu'ils sont en mouvement. Le gars aux cheveux bruns dit « Ils nous ont repérés vite, plus vite que prévu ». Changeant de sujet, il demande si c'est vraiment son père, et Taru répond « Sans aucun doute ». Pendant ce temps, le gars galope à cheval. Taru dit « Il est sur les nerfs, peut-être que papa a balancé ». Son ami dit « Dans tous les cas, nous devons retourner au royaume de Sas. Prendre la route principale est risqué, on pourrait se faire encercler. S'ils peuvent se faufiler à travers la forêt et escalader les montagnes de nuit, ils pourraient bien semer ces fichus poursuivants. Les informations sur la cachette des bandits que le trio a découverte ont été envoyées à cheval aux zones voisines. Illico. Tout cela pour lancer une mission d'extermination massive avec toutes les branches de la guilde s'associant, et la branche de 16 était en pleine effervescence. La scène se déplace à la guilde, où Taru supplie de se joindre car son père est mêlé à ce désordre, pensant qu'il ne peut pas empirer les choses pour tout le monde. Léo l'écoute, reste silencieux, mais, étonnamment, accepte la demande du gamin. En bref, c'était la première grande mission de Taru, et elle allait démarrer. Le jour de l'extermination, avant même que le soleil ne songe à se lever, les aventuriers arrivaient un par un. Le type au bandeau dit qu'il va détailler le plan. Ils se diviseront en 2 escouades, s'approcheront de la forteresse par l'arrière, sauveront les otages, et le reste prendra d'assaut le village au signal pour prendre les bandits par surprise. Pendant la fouille, à cause de la pluie, Taru et son équipe n'avaient pas remarqué que le village était clôturé et possédait des tours de guet, comme un mini-château. Notre héros a été affecté à l'équipe d'assaut de la forteresse car c'est une bête avec un arc et il peut passer en mode ninja complet. Dans le feu de l'action, le jeune homme pense qu'ils doivent éliminer la sentinelle. Il dégaine rapidement son arc et sa flèche, atteint sa cible en plein dans le mille et la sentinelle tombe de la tour. Le gaz au bandeau signale déjà de charger. L'équipe continue d'avancer résolument vers la forteresse. Pendant ce temps, le personnage principal est préoccupé. Il pense que même s'il s'agit de bandits, c'est la toute première fois qu'il va devoir éliminer quelqu'un. Juste après, leur chef déclare fermement « Pas question de reculer ». Mais Taru, lui, assure « C'est bon, tout est sous contrôle. Il doit absolument se concentrer sur la mission d'aujourd'hui ». Scène suivante, l'équipe commence à escalader le mur de la forteresse. Voyant cela, notre héros déploie une compétence, son incroyable capacité de stockage. Pendant ce temps, les soldats s'affrontent et leur chef s'exclame « Comment ont-ils pu entrer si facilement ?» Il leur dit de se préparer. Pendant ce temps, Mina abat des soldats. Au même instant, une attaque de feu s'abat près d'elle. Il y avait aussi des mages en renfort, et l'homme au chapeau dit que ça va saper le moral de l'ennemi. Dans le chaos, Taru se rend compte qu'il n'a plus de flèches, alors il utilise ses pouvoirs d'esprit de la terre pour frapper les ennemis devant lui. Le général ennemi dit « Nous sommes en infériorité numérique », leur ordonnant de les encercler et de les abattre. Mais en un rien de temps, la forteresse était déjà la leur, ne laissant que le général qui dit « Ne me sous-estimez pas. Je suis aussi une bête à l'épée. » Mais à ce moment-là, quelqu'un lui barre la vue. Mina, saisissant l'occasion, assène un coup de pied au général, et d'un coup, il est KO. Le duo remercie le jeune homme pour son aide. Notre garçon esquisse un sourire, et avec ça, la forteresse était totalement à eux. Les compétences de Taru lui valurent un immense respect, et il commença à prêter main forte à des équipes temporaires. Durant cette période, il ne cessait de recevoir des lettres du baron de Say qui voulait l'enrôler. Pourtant, il continuait de refuser, aimant sa vie d'aventurier, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose d'incroyable se produise. Un soldat arriva avec les ordres du baron, demandant si Taru était là. Des tas de soldats étaient à la porte de la salle des aventuriers, demandant encore si Taru était présent. Les aventuriers surgissent, disant qu'il ne peut pas simplement entrer de force, mais le soldat leur ordonne de s'écarter. Puis le chef de guilde apparaît, demandant ce qui se passe. Les exploits de Taru devenant célèbres, le vicomte de Say ne cessait d'envoyer des messagers pour en faire son vassal. Léo était agacé par l'insistance du vicomte et refusa l'offre, affirmant que Taru était essentiel à sa guilde. Alors, l'homme envoya un messager directement au principal intéressé, le tentant avec une vie luxueuse. L'enfant continuait de refuser, mais l'homme lui dit qu'il le regretterait, gaspillant la générosité du vicomte. Pour Taru, cela devenait vraiment agaçant. La scène revient au présent, Léo demandant comment la situation a pu dégénérer à ce point. Les soldats, eux, ne bougent pas. L'aîné raconte que le vicomte a eu vent de ce jeune aventurier qui refusait ses conditions et qu'il s'est senti profondément insulté et mis en colère. En somme, une histoire de rivalité, car un aventurier était devenu plus populaire que le vicomte dans la ville. De plus, le messager a affirmé qu'il l'avait ouvertement manqué de respect, provoquant tout ce chaos.
Pendant ce temps, Taru n'y comprend rien, pensant qu'il a refusé gentiment, et Léo affirme que le chef ne peut pas manquer de respect aux gens. S'ils avaient entendu ce qui a vraiment été dit, ils sauraient qu'il n'est pas ce genre de personne. L'homme dit qu'il comprend, mais le vicomte ne saisit toujours pas la situation. Léo déclare « Yo, je vais parler au vicomte moi-même, sans blague, leur disant de déguerpir avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. » Le gars hoche la tête, comprend, puis il file. En voyant tout ça, Taru pense « J'espère que ça va s'arranger. » Mais non, toute la ville est en effervescence. Tout le monde sait que le gamin est un héros. Il a même eu un spectacle de marionnettes sur lui. Une vraie légende. Pourtant, des détracteurs sèment la zizanie à cesse. Nae lui dit « Calme-toi, mec, ne stresse pas. » Mais il pense « C'est bien plus grave que je ne l'imaginais. » La fille dit « Les rumeurs ne sont que du vent, elles s'éteindront. » Un autre gradé ajoute « Tout le monde sait que tu es quelqu'un de bien. » D'autres aventuriers arrivent, le soutenant. C'est un fait, il ne devrait pas se laisser atteindre par tout ce bruit. En entendant tout cela, notre homme est simplement reconnaissant du soutien de son escouade. Le lendemain, changement de scène, les soldats sont de retour devant la porte de la guilde. Le même individu est là, mais cette fois, il a un message. Taru fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Nae lui dit « Ne bouge pas. » En ouvrant le message, le gars lui annonce « Taru, tu es soupçonné d'appartenir à un gang de voleurs. Il y a un mandat d'arrêt. Venez sans faire d'histoire. » Notre jeune est sous le choc. La guilde est interloquée. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Léo fulmine. « C'est n'importe quoi. » Le soldat, ne vous battez pas. Quiconque résiste sera aussi menotté. Le gars au bandeau arrête Léo. Tu ne pourras pas aider Tara si tu es enfermé aussi. Finalement, le chef de guilde se calme. Le soldat dit « Livre-nous le type, sans histoire. » Notre héros, calme comme jamais, demande un service à Nae. « Peux-tu garder mon épée pendant mon absence ?» Pensant qu'il ne peut pas mêler la guilde à ce désordre. Le soldat dit « Tu es en état d'arrestation, gamin. » Alors qu'il est emmené, Léo dit « Ne t'inquiète pas, on te couvre. » Ellipse, temporelle, changement de scène vers une salle. Un monstre demande « Ton père était-il un voleur ?» Le protagoniste répond « Il vivait à la guilde des aventuriers, je l'ai découvert lors d'une mission. » Le monstre insiste « Ton père s'est évadé, tu l'as aidé ?» Le garçon réplique « J'étais occupé à me battre, mais d'accord, je me tais. » Taru est sidéré, il se dit « Que faire maintenant ?» Sa magie est complètement bloquée, il ne peut même pas ranger des choses par magie, mais il est certain que Léo et Nae le soutiennent. La guilde, on ne l'oublie pas, on leur fait entièrement confiance. 2 semaines après l'arrestation, la scène se déplace à la capitale royale. Garfish est là. Le premier ministre demande « Pourquoi cette visite si soudaine ?»« For you. Je suis occupé, faites vite. » Garfish dit « Il faut parler, Taru, c'est urgent. » Le premier ministre est surpris. Qu'est-il arrivé à l'enfant? Plus tard, Garfish révèle tout, essayant toujours de convaincre le premier ministre. Le premier ministre répond « J'ai compris, mais attendez, là. On dirait qu'ils doivent impliquer le roi. » Garfish est choqué. « Ne l'impliquez pas encore. » Le premier ministre dit « Ce n'est pas si facile. Les choses devraient être réglées localement. De plus, le vicomte fait partie de l'escadron du marquis Haruguri. » Garfish dit « Alors, ils sont contre nous et le roi ?» Le premier ministre répond « Oui, et beaucoup de nobles adorent le drame. Il faut les mobiliser pour une pétition. Ils vont également impliquer la reine et le prince Flui. » Garfish est stupéfait par cette histoire de prince. Et ainsi, l'arrestation de l'enfant est devenue une affaire majeure, ébranlant profondément les nobles. À présent, cela menace de secouer les hautes sphères du pouvoir. Asana se dirige ailleurs. Le prince a tout entendu. « C'est fou !» L'autre gars dit « C'est dingue d'aller voir le roi directement, sans passer par ses frères. » Le prince répond « C'est vrai, il faut d'abord leur parler et demander de l'aide à maman. » Et c'est ainsi que le jeu de retournement épique avec le prince, le premier ministre et la saga de Taru est devenu le potin du palais. Bientôt, le roi lui-même est intervenu pour s'en occuper. La scène bascule sur Taru, qui se détend dans une cellule, et un soldat entre en disant « L'heure de la bouffe ». Mais ce n'est qu'un triste morceau de pain avec une mystérieuse mixture. Le garçon se jette dessus, affamé. Mais alors, attendez, il réalise quelque chose. Il y a du poison dans la nourriture, et il se dit que confesser aurait peut-être été plus intelligent. À ce moment-là, un système apparaît, lui offrant une nouvelle compétence. Boum! Résistance aux altérations d'état et guérison des maladies les plus tenaces. Taru se demande, est-ce de ça que le voyant parler avec cette histoire de destin? Sir, indeed, Kendand. Elle avait bien dit qu'il dégageait une aura venue d'un autre monde, après tout. De plus, elle avait ressenti cette essence de héros dans sa destinée. En somme, le destin l'a clairement désigné pour être celui qui sauvera le monde. Ses compétences étaient cruciales auparavant. À l'époque, il trouvait ça surfait, mais c'est peut-être le moment. Si c'est vraiment son destin, il ne peut pas rester bloqué ici éternellement. Alors, près de 3 mois s'écoulent avec Taru enfermé. Le vicomte est en réunion avec le roi, tout sourire, et il lui dit « C'est un grand honneur d'être convoqué. Il est toujours de bonne humeur, ce que le roi apprécie beaucoup. » Alors le roi fait « Vous savez sans doute pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, mais le gars fait l'innocent. » Le roi lâche le morceau. Des rumeurs disent qu'il a enfermé un enfant innocent. En gros, c'est une situation inversée avec de fausses accusations. Le comte panique intérieurement. Le roi ajoute qu'il a été assailli de demandes pour la libération de l'enfant, ce qui est un vrai casse-tête.
Le comte reste là, immobile, sans voix. Le roi lui demande son avis, mais l'homme n'a absolument rien à répondre. Le roi lui dit « C'est ton domaine, gère-le comme tu l'entends. » Mais il y a un problème. Il y a eu de nombreuses protestations. Il ne peut donc pas simplement les ignorer. Pendant ce temps, le comte cherche désespérément une excuse. Il prétend avoir réalisé l'innocence de l'enfant et avoir lancé le processus de libération. En s'inclinant, il implore 1000 pardons pour le désordre qu'il a causé. Plus tard, le chaos se termine avec l'arrestation du comte. Tout le monde savait qu'il mentait comme un arracheur de dents. Et finalement, l'innocence de Taru est prouvée. Ensuite, le roi demande si cela lui convient. Gréto dit « J'exprime juste mes préoccupations, je n'ai rien contre le comte ». Peu après, le prince remercie également son père, et c'est ainsi que la saga de Taru en prison, même avec l'implication du roi, prend fin. Le temps passe, et la guilde apprend que Taru est enfin libéré. Le jeune homme rentre chez lui, finalement. Quand il franchit la porte, toute la guilde est en pleine effervescence. Ney devient très ému en le voyant. Il est encore très mal en point après la prison. Puis la fille l'étreint, l'accueillant de nouveau. Les larmes aux yeux, le garçon dit qu'il est enfin chez lui. Au fil du temps, la tyrannie du baron est fustigée par la guilde des aventuriers et les guildes marchandes. Même les marchands Garfish se joignent à eux. Mais comme c'est un seigneur féodal, les réactions du public sont contenues. La scène passe à un autre endroit où quelqu'un soigne le héros. Le doc dit « Il vous faut du repos ». Notre héros est ravi de s'effondrer dans un lit douillet. Ney est toujours à fond d'être de retour. Puis Léo plaisante que s'il fait des blagues, c'est qu'il va bien. La scène change à nouveau, et le temps file. Taru se remet sur pied, reprenant l'entraînement à l'épée. Ensuite, le système est de retour, offrant une compétence de super régénération. Gonflés à bloc, nos héros apprennent quelque chose d'épaque. 7 en tête, c'est l'heure de la riposte. La scène change, et Ney et Léo traînent avec le garçon. Léo dit « Taru a encore acheté des tonnes de choses, tout droit de la capitale. » Ney est curieux de savoir ce qu'il compte faire avec tous ces ingrédients. Il dit qu'il a imaginé un nouveau plat pour le menu de l'auberge pendant qu'il était à la capitale. Il veut que tout le monde le goûte. En entendant ça, les deux ont l'air sceptiques. Taru l'appelle « Curry Rice ». C'est un plat qui va vous épater. Ney est curieux de la recette. Taru se souvient l'avoir mangé, mais la combinaison d'ingrédients est floue. Un mois passe à toute vitesse et faire du curry en poudre est une sacrée épreuve. La cuisine est remplie d'odeurs d'épices, provoquant des plaintes. Après sueur, larmes et nez qui coulent, il comprend enfin. Le garçon a préparé du curry dans un monde médiéval et le plat, une tuerie totale. Après avoir discuté avec l'aubergiste, ils ont décidé que Taro financerait la rénovation et la transformation de la taverne en un restaurant spécialisé dans le curry. Boum! Il a ouvert au public, et ce fut un succès retentissant. Puis Léo a mentionné qu'il était impératif de commencer au rangé. Les règles sont les règles, vous savez. Taro, très détendu, a dit qu'il ne pouvait pas prendre de mission pendant plus de 5 mois, et que c'était un fait avéré. Changeant de sujet, Ney se demande si c'était une bonne idée d'utiliser seulement son prénom. Taro répond « Non, il n'apprécie pas le nom de famille de son père. Ça donne trop une impression de bandit, et il est déjà bien connu des nobles et des royaux. De plus, il veut juste être Taru. » Ney entend ça et se dit « La décision est prise. Notre gars, lui, reste silencieux. » Peu après, ils discutent de l'ambiance décontractée de l'auberge. Léo demande « Nous avons parlé de prendre les bénéfices de l'auberge. Es-tu sûr que ça te va ?» Taru répond « Oui, il me faut de l'argent pour le déménagement. » À ces mots, le chef de guilde devient pensif, disant que s'il est partant, ils l'achèteront. Et puis, il y a le restaurant de curry. Mais Léo répond « Non, pas à vendre. C'est le bébé de Taru. Ils le géreront, mais il en garde les droits. » Ils ont fait en sorte qu'ils puissent retirer les fonds du magasin depuis n'importe quel comptoir de guilde. En entendant cela, notre héros fut très ému, les remerciant chaleureusement. Mais le chef répondit « Pas besoin, souviens-toi de ce que nous t'avons dit lors de notre première rencontre ?» Sur ce, ils organisèrent une immense fête d'adieu à la guilde des aventuriers avant que Taru ne parte. Ney le ressentait encore, sachant qu'elle ne le reverrait plus. Scène suivante, c'est le jour du grand départ de Taru. Ney vérifie s'il a tout, mais Taru est fin prêt. Puis Léo lui demande s'il dit aussi adieu à la capitale. Le jeune homme acquiesce, et Léo lui souhaite un bon voyage. Ney l'encourage aussi, lui disant qu'il va tout déchirer. Notre jeune homme s'incline, super reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait. Mina dit « Dépêche-toi », et Taru la remercie de l'avoir escorté jusqu'à la capitale. Taru avait choisi de se réincarner dans un autre monde. Puis il est parti pour une nouvelle aventure, le destin montrant le chemin. Scène suivante. L'atmosphère de la capitale royale était palpable. Taru avait déjà fait ses adieux à Mina. Il se détendait tranquillement au cœur de la capitale, entouré d'une multitude de gens. Soudainement, une aura d'un bleu éclatant surgit devant lui. La voyante est là, elle aussi, et lui dit « On se revoit ». Après vérification, elle dit que le garçon a énormément de questions. Changeant de sujet, Taru s'interroge sur sa prophétie, lui demandant où il devrait se diriger ensuite. Changement de scène. Taru se trouve devant un soldat. Ce dernier l'aperçoit. « Votre héros est qui sourire. Le soldat lui lance. Si la guilde te soutient, alors tu es tranquille. Bienvenue au village de danse. » Cet endroit se méfie des nouveaux, alors pas de bêtises. Taru est d'accord, il le remercie simplement. L'air blasé du gardien et les regards froids des villageois suffisaient à faire suer n'importe qui. On disait que le bâtiment au toit bleu était la guilde.
Après avoir regardé autour de lui, il le repère finalement. À ce moment précis, la réceptionniste voit quelqu'un qui entre. En présentant sa carte, Taro explique qu'il souhaite établir ses activités ici. La jeune femme lui demande de bien vouloir patienter pendant qu'elle vérifie quelques informations. En lui rendant sa carte, elle lui dit qu'il est de rangée et qu'il devrait jeter un œil au tableau d'affichage pour l'émission. Voyant cela, Taro pense que c'est l'accueil le plus minable qu'il ait jamais eu dans une guilde d'aventuriers, demandant où se trouve l'auberge. Elle répond qu'il n'y a qu'une seule auberge sans nom, 2 maisons plus loin. Arrivé là-bas, Taro inspecte l'endroit. Une femme apparaît, disant « Ce n'est pas une aire de jeu pour enfants », mais le garçon répond « J'ai juste besoin d'une chambre ». La femme lui demande s'il a de l'argent et il répond qu'il paiera d'avance pour 10 nuits. Voyant les pièces, la femme est choquée par la somme, disant que sa chambre est la 2e à partir du fond. En entrant, le garçon pense qu'au moins il a un endroit maintenant et remarque que la poignée de porte est tombée quand il a ouvert la porte. Il devra donc le réparer plus tard. C'est quand même plutôt cool. Ce sera sa base pour un petit moment. Commençons par le commencement. Il va devoir prendre quelques missions. Il est de rangée, donc il ne peut pas être trop difficile. Une fois cela fait, il explorera le village. Avec ses talents de charpentier, ses compétences en jeu inversé et ses capacités de précision, réparer des choses devrait être un jeu d'enfant. Alors le garçon lance sa mission, réparant ce toit. Quelques minutes plus tard, il a fini son travail et la réceptionniste s'exclame « Attendez, vous avez déjà terminé ?» Tandis qu'il descend les marches, elle le suit du regard, lui demandant s'il possède des talents de menuisier, car elle ne s'attendait pas à un travail aussi impeccable. Taro lui demande alors « Alors, mission accomplie ?» Elle hoche la tête, disant qu'elle s'occupera de toutes les formalités administratives. La scène change pour l'intérieur de la guilde, et la jeune fille mentionne qu'il a déjà mené à bien plusieurs missions. Donc il est éligible à une promotion, et maintenant, il est de rang F. Taro prend sa carte et la remercie. Changement de scène. Il entre dans sa chambre, mais une bête surgit soudainement derrière lui. Notre héros aperçoit ce drôle de type. La bête lui demande s'il est un petit nouveau. Il s'appelle Bob, un aventurier expérimenté, et il demande si le jeune homme en est un aussi. Taro le salue, disant qu'il en est un, en quelque sorte, et Bob répond « Génial, j'ai hâte de faire équipe avec toi. » Sa chambre est juste là-bas, et il est de rang E. En entendant cela, Taro dit qu'il vient tout juste d'être promu au rang F. Bob, réalisant que Taro est nouveau, dit que s'il a besoin d'aide, il devrait le contacter pour des conseils. Puis, il se souvient de quelque chose. Chloé, la réceptionniste, a mentionné que Taro avait fait la mission de réparation de la guilde, ce qui lui a épargné beaucoup de travail. Taro hoche la tête, pensant qu'il a enfin trouvé un type sympa, et demain, il s'attaquera aux missions de rang F et donnera tout ce qu'il a. Changement de scène, un autre jour. Impression de déjà-vu, Taro ramasse à nouveau des herbes. Les compétences d'huile de vérité servaient à vérifier les choses. En les mélangeant à ses connaissances en plantes et à sa détection de danger, il a créé une technique astucieuse. Tout ça pour cueillir des herbes, tout en repérant le danger. Puis notre héros voit quelqu'un poursuivi par 4 gobelins. Pas une seconde à perdre, il se précipite pour aider et surprise, c'est Bob qu'on est en train de pourchasser. Le garçon s'interpose pour l'aider, utilisant son arc et ses flèches pour abattre un gobelin et finissant les autres à l'épée. Avec Bob à terre, Taro lui demande s'il va bien, mais il voit alors que la bête l'a empoisonné. Il semble inconscient. À côté de lui, il y a une dague avec du poison. Voyant la situation, Taro sait qu'il doit se dépêcher, disant qu'il le soignera tout de suite. Il sort une pommade de son sac à dos et lui donne aussi des médicaments. Pourtant, la potion seule n'est pas super réconfortante. Il n'avait jamais essayé ça avant, mais mélanger la potion antidote devrait augmenter ses chances de survie. Le garçon commence à utiliser sa compétence sur la bête. On dirait que ça fonctionne, apaisant sa douleur. Sa respiration se régularise et le jeune homme s'effondre, à bout de force, pensant que cela devrait suffire pour le moment. Malgré tout, il est préférable de retourner au village, en lui demandant de patienter un peu plus longtemps. Changement de scène, à un autre endroit. Le docteur dit que le traitement rapide lui a sauvé la vie et qu'il est probablement tiré d'affaire maintenant. Taro répond que le poison l'a durement frappé, demandant à le laisser se reposer un peu là. Mais le docteur rétorque « J'ai fait ma part, maintenant, emmenez-le ». Taro trouve que ce type est vraiment froid. Tout le monde ici semble manquer de sentiments. Le gardien avait prévenu que ce village se méfie des étrangers, mais c'est juste insensé. Changement de scène. Le garçon emmène la bête dans sa chambre. Puis il se réveille, demandant où il est. En résumé, il se souvient avoir été empoisonné par un gobelin, mais Taro dit que c'est l'auberge du village et qu'il l'a trouvé inconscient. Mais détends-toi, il a soigné ses blessures et s'est débarrassé du poison, donc il devrait être en pleine forme maintenant. On lui a demandé s'il était en mission auparavant, et Bob a dit qu'il s'occupait du nettoyage de monstres au sanctuaire situé en bord de route. Cet endroit est consacré à la divinité protectrice du village et est devenu plutôt louche ces derniers temps pour différentes raisons. Pour récapituler, davantage de monstres sont apparus, et Taro demande si c'est la raison pour laquelle le nettoyage constituait une mission. Et l'homme répond par l'affirmative. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Étant issu d'une tribu canine, il se fie entièrement à ses instincts, et c'est pourquoi il l'avertit que le sanctuaire dégageait une odeur suspecte. Même si c'était faible, la même odeur venait du village, et il n'y a aucun doute là-dessus. En entendant cela, Taro s'est dit « Yo, cet endroit est super bizarre », pensant qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait avec ce sanctuaire. Bob a dit « Avant, un local m'avait dit que les gens du village étaient super cool, mais maintenant c'est un revirement total. » Bob comprend ce que le gamin veut dire.
Pourtant, il a une dette énorme envers les villageois, alors il est tout à fait prêt à prendre des risques et à percer le mystère du sanctuaire. Notre jeune homme absorbe tout cela, reste silencieux, disant qu'il ne peut pas prendre de mission de nettoyage à cause de son rang, mais il veut quand même apporter son aide. Il le fait parce qu'il le désire, et il va se rendre dans la forêt pour le soutenir. Bob affiche un large sourire. Très bien, c'est parti, on y va. Et aussitôt, ils sont fin prêts à démarrer. Bob déclare. Cette fois-ci, pas de gaffe. Et hop, les voilà déjà dans la forêt. Notre garçon ferme les yeux, se concentrant intensément. Utilisant sa compétence de détection de présence, il repère un monstre à proximité. Ce n'est qu'un gobelin, rien de grave. Il se dit qu'il devrait le laisser filer. Le monstre disparaît et il pense « Ouf, je l'ai échappé belle », car il doit trouver ce sanctuaire, et vite. La présence de Bob est proche aussi, mais il y a d'autres vibrations autour. Soudain, le garçon dit « Ouah, il y a plein de gobelins tout près et un sorcier aussi ». Taro s'exclame « C'est la première fois que j'en vois un comme ça ». Le couteau du gobelin qui a frappé Bob était empoisonné, probablement l'œuvre du sorcier. Les sorciers gobelins sont rares, intelligents et peuvent faire de la magie, donc il ne faut pas les prendre à la légère. En les voyant, Taro se dit « Ce doit être le sanctuaire dont Bob a parlé ». Et les gobelins y pénètrent. Ce sanctuaire a l'air vraiment louche, il se demande quoi faire. Faut-il attendre que les gobelins s'en aillent, mais Bob pourrait arriver aussi. Soudain, un bruissement dans les buissons. Taro pense qu'il est peut-être trop tard. Puis Bob apparaît. Le sorcier l'a repéré. Agacé, la bête dit « Ces monstres saccagent le sanctuaire ». En quelques secondes, une horde de monstres se rue sur lui. Il les combat comme un chef. Pendant ce temps, le sorcier prépare un sort de loin, invoquant une boule de feu. Taro lance un « Attention !» mais il est déjà trop tard. En un éclair, Taro sort son arc et sa flèche, visant le sorcier, mais une épée bloque le coup, brandie par un gobelin. Il y a aussi un gobelin en armure complète. Pendant ce temps, Bob affronte les gobelins en solitaire. Taro lance « Regroupons-nous pour l'instant » et par magie, projette des pierres, assommant des gobelins pour venir en aide à Bob. Ils se rapprochent du protagoniste. Ils parviennent à se regrouper. Plus tard, ils sont en fuite, et Taro demande « On a fait du chemin, hein ?» Bob lui dit « Tu vas bien, gamin ?» Et il répond qu'il est en pleine forme. La bête lui dit « Tu m'as encore sauvé, Taro. » Les vieilles habitudes sont tenaces, et il ne sait pas s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et Taro dit « Heureux d'en être sortis indemnes. » Puis, la bête dit « Rapportons ça à la guilde. » La scène se déplace à la guilde. Chloé est choquée par les rapports sur le sorcier et les gobelins en armure. Bob dit « On a besoin de renforts tout de suite. » Mais Chloé répond « La dernière fois qu'on a fait ça, tout le monde a fui, sauf toi. » Bob demande des nouvelles du maître de la guilde et s'il pourrait nous aider au combat, mais Chloé rétorque « Il en a eu marre des villageois et est parti il y a 3 mois, alors je gère ça seul. » En entendant cela, Taro se dit que c'est bien pire qu'il ne le pensait. Si les déserteurs salissent à la réputation du village, aucun aventurier ne voudra venir. Comme Bob l'a dit, ils ne peuvent pas sauver le village sans s'attaquer à la racine du problème. On dirait que c'est juste eux contre les gobelins. Alors Chloé dit « En tant que représentante de la guilde, je vous confie une mission d'exterminer les gobelins. Pas de limite de temps. » Taro dit « Défi accepté. » Puis Chloé dit « Le reste dépend de vous. » Taro dit « Équipons-nous. Tout repose sur nous. » Et Bob dit « Abattre une escouade de gobelins avec un duo de sorciers et chevaliers. Juste nous? C'est de la folie. » Mais Taro lui dit « On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, ou tout de suite. » À partir de ce jour-là, Bob et Taro ont lancé le grand nettoyage des gobelins autour du sanctuaire. Les gobelins se déplacent en escouade, alors ils jouent intelligemment, les éliminant un par un. Dès qu'il dégaine sa flèche, elle transperce un gobelin. Et lentement mais sûrement, ce duo dynamique réduit considérablement le nombre de gobelins. Ils ont anéanti tous les gobelins de base. À présent, le sorcier gobelin et le chevalier doivent partir à la recherche de nourriture. Et ce n'est plus qu'une question de temps. Notre héros surveille le sanctuaire, immobile, pensant que l'ennemi est plus coriace qu'eux, et quand les choses se compliqueront, la force de Bob sera cruciale. À ce moment-là, ce chevalier en armure sort. Bob demande si c'est le moment d'agir, mais Taro dit que non, pas encore. Pendant ce temps, le gobelin semble distrait, mais peu après, il regarde de l'autre côté. Saisissant l'opportunité, les deux commencent leur attaque. La flèche touche la tête du gobelin mais n'a aucun effet. Ça ne fait qu'énerver énormément la créature. Bob essaie de frapper le monstre aussi, mais il bloque avec son bouclier. Taro n'abandonne pas, alors il déploie sa magie noire, étourdissant apparemment la créature. Finalement, les attaques de Bob commencent à faire effet. Taro s'élance avec son épée, infligeant des dégâts supplémentaires à la créature. Notre jeune homme active sa compétence de détection de présence pour localiser le sorcier, affirmant qu'il est tout proche également. Mais à cet instant, ce chevalier repère une ouverture et frappe Bob, qui encaisse le coup de plein fouet. Notre héros examine la scène et continue d'attaquer le monstre cuirassé, mais à cet instant précis, il reçoit un coup violent. Se retrouvant gravement blessé, il s'écroule lourdement au sol, complètement sonné. Le gobelin se met alors à rire, pensant que c'est la fin de la partie.
Notre héros est assurément bien amoché. Pourtant, il ne lâche rien et empoigne fermement son épée. À cet instant précis, une aura bleue l'enveloppe. Dans un ultime mouvement désespéré, il porte un coup au monstre, l'abattant apparemment. Le jeune homme, au milieu de ce chaos, réalise qu'il est vraiment blessé, mais il n'a pas le temps de souffler car le sorcier gobelin est déjà derrière lui. Au milieu de tout ça, Taru utilise sa super capacité de régénération et guérit complètement. Le sorcier est choqué par ce qu'il voit, mais il déchaîne ensuite son pouvoir de flamme pendant que Taru utilise sa magie noire. Donnant une potion à Bob, il lui dit de se soigner rapidement. Utilisant sa magie noire, il bloque les boules de feu. Mais alors, une énorme boule de feu arrive vers lui. Bob est toujours inconscient. Notre héros parvient de justesse à esquiver l'attaque. Le gobelin réussit à parler et déclare que cette fois, il ne manquera pas son coup. Mais à ce moment-là, Bobby se réveille, affirmant qu'il ne va nulle part, et abat le gobelin armuré. Sur ce, la bataille se termine. Notre héros, épuisé, se contente de sourire, le remerciant de l'avoir sauvé. Mais Bobby lui répond qu'il l'avait déjà sauvé auparavant. Alors, le protagoniste demande s'il peut aller de l'avant et signaler la fin de la mission. Bobby dit oui, mais se demande ce que le garçon va faire, qui dit être curieux de ce qu'il y a à l'intérieur du sanctuaire. Alors, il commence à entrer. Il utilise un cercle magique, disant que ça semble vide à l'intérieur, mais que les esprits sombres se rassemblent. En regardant devant lui, il aperçoit un totem érigé par les gobelins. De toute façon, c'est répugnant, et ça empeste, alors ils doivent le nettoyer. Mais à cet instant précis, un tremblement se déclenche après qu'il a utilisé son pouvoir de purification. Cette chose disparaît, et Taru se demande si elle n'était pas maudite. De plus, il a dû purifier cette autre chose également. Le garçon s'approche de la pierre en utilisant sa capacité. Un cercle bleu enveloppe l'ensemble. Elle commence à flotter dans les airs. Des écritures étranges apparaissent sur la pierre et le système lui dit qu'il a obtenu la magie de l'esprit sombre. Le garçon est choqué par ce qu'il a reçu. Soudain, une main noire apparaît. Elle se met à parler, disant être l'esprit sombre Pluton, que Taru a sauvé. Une malédiction pesait sur la pierre sacrée où il vit, qui avait aussi ravagé le village, et il est reconnaissant d'avoir brisé le sort. Ce n'est pas grand-chose, mais ça lui donnera la bénédiction de l'esprit des ténèbres. Ça augmente la puissance de la magie noire et sa résistance à celle-ci. Et comme il a une résistance aux altérations d'état, il ne sera pas touché par les capacités de magie noire. C'est donc le maximum qu'il puisse faire avec sa puissance actuelle. Après ça, Taru le remercie de son aide, et le monstre dit qu'il est heureux d'avoir pu aider. Maintenant, il doit partir car il n'a pas vu le monde extérieur depuis des lustres. La créature s'en va et Taru pense qu'il est peut-être déjà midi, tant il fait clair. À ce moment précis, une aura sombre l'enveloppe, toute mystérieuse et étrange. Les enfants s'exclament « Waouh, j'ai peut-être bien trouvé quelque chose d'épique ». Si l'esprit effrayant est au rendez-vous, la malédiction du village devrait être levée maintenant. Et boum, nous sommes de retour à la guilde. Bob fait « Attends, il y a un truc qui cloche ». Taru finit par revenir. Il lui dit « Mec, tu as mis une éternité. J'étais sur le point de lancer une équipe de recherche pour te retrouver. Ils veulent le féliciter parce qu'ils ont réussi à écraser les gobelins grâce à lui. » Mais Taru répond « Non, c'est moi qui ai été sauvé, pas le contraire. » Bob conclut « Bon, au moins cette drôle d'odeur a enfin disparu. Tu as fait quelque chose ?» Taru répond « Je ne suis pas certain, mais il semble que la malédiction du village appartienne désormais au passé. » Bob demande « C'est vrai ça ?» Et Taru lui dit « C'est exactement ce que l'esprit a affirmé. » Chloé et Bob s'exclament « Attendez, comment ça ?» Mais ensuite, Chloé interpelle le personnage principal. Elle lui dit « La guilde a une récompense pour toi. Merci infiniment. » Mais Taru insiste « Non, donnez-la plutôt à Bob. » C'est lui qui l'a compris en premier. Bob a dit « Quand le chevalier gobelin m'a mis KO, j'ai cru que c'était la fin du jeu. Et si Taru n'était pas intervenu, il serait devenu de la pâtée pour monstre. » Bob dit « Je te rembourserai la potion aussi. » Mais Taru répond « Pas de problème, c'était fait maison. » Les laissant tous les deux se demander « Quoi ?» Chloé dit « Taru, tu dois être un magicien des potions. Il est doué pour plein de choses, même pour faire des potions. » Et Bob dit « Mec, tu es génial. » Mais Taru répond « Non, c'est juste une compétence bizarre. » Les laissant tous les deux se gratter la tête. Chloé dit « Désolé de t'avoir surestimé. Tu as dû travailler dur. » Taru pense que dans ce monde, sa compétence est appelée inutile et qu'elle a plein de noms ridicules. Pas étonnant qu'il soit confus. Puis Chloé dit « Le village est revenu à la normale. » Bob dit « L'ambiance est bien meilleure que quand je suis arrivé. On a vraiment sauvé la situation. En bref, mission accomplie. » Taru pense qu'il continuera d'utiliser ce pouvoir, tout ça pour aider les gens à travers le royaume, car c'est pour ça qu'il est là. Il est venu dans ce monde de son plein gré, alors il est prêt à tout pour aider les autres.